après. Hein. Il y a un chanté. Qui ça? L'Éric Serichi. Ah oui, bien sûr. Je commence. Bonjour. Bonjour à toutes, à tous, à tous. Pour ceux qui ne connaissent pas la Maison Mimir, je vous fais un petit laïus très court avant de commencer votre conférence débat. Maison Mimir, un peu étatique, on va aller comme on en parlait avant. Hein, c'est une collégiale, donc ça veut dire on est tous des coprésidents, les signataires. C'est pas une association pyramidale avec un président qui décide pour tout le monde. On est une association qui accueille, comme le Molodoy si vous connaissez, des soirées, du théâtre, des ateliers en tout genre. C'est-à-dire qu'on appelle aussi à toute personne qui a envie de proposer des projets de venir ici à la Maison Mimir pour pouvoir proposer leurs idées. Est-ce que c'est faisable, c'est pas faisable, bénévole, pas bénévole, argent, pas argent. Parce qu'ici on fonctionne à prix libre, quoi qu'il arrive. N'importe quelle soirée qui se passe ici est à prix libre d'entrée. C'est une obligation politique. Parce qu'on n'est pas apolitique, on est apartisan, donc on n'impose pas sa vue politique, mais on peut parler un petit peu de nos ressentis. Et donc du coup, on est heureux de vous accueillir ici pour cette conférence débat sur le SMIC. C'est un bon endroit, je pense, un petit peu. Et le RSA aussi, pourquoi pas. Mais du coup, on est vraiment heureux de vous recevoir, et en espérant de vous recevoir plus tard. Et les gens qui sont intéressés, nous sommes là encore après, à 20h, on aura un petit café, petit thé, crumble, organisé par Mimir, à prix libre. Ce que vous pouvez, ce que vous voulez, ce que vous estimez. Et c'est exactement ce qui se passe toujours dans la Maison Mimir, c'est à peu près les trois phrases qu'il faut retenir. Et puis en espérant vous discuter pour les gens qui sont intéressés d'avoir de plus amples informations sur la maison, de savoir ce qui est possible ou pas. Ben, on se retrouvera après à 20h devant le café, le thé et le crumble. Et si jamais on est aussi à la recherche de plein de choses, de dons, de matériel, donc les gens qui ont des choses, venez sur Facebook et l'Asso Mimir sur l'email. Donc voilà, bonne soirée à vous et à tout à l'heure pour les gens qui sont intéressés. Des bénévoles aussi. Hein. Je ferai pas comme tu veux. Oui. Eh bien écoutez, merci beaucoup. En tout cas, nous on est ravis d'être là ce soir. Donc moi je me présente, je suis Philippe Guidig, je suis maître de conférence à la Faculté des sciences sociales à l'Université de Strasbourg. Je suis co-organisateur de cet événement avec Fleur Laronce qui est ici et avec Alice Tudy qui nous soutient et l'Abicha notamment qui est le partenaire principal avec lequel nous travaillons, donc la Maison interuniversitaire des sciences de l'homme d'Alsace, donc qui est une composante de l'Université de Strasbourg. Et donc ça fait, pour ceux qui ne connaissent pas, ça fait 5 ans déjà qu'on a mis ça en place, en fait, depuis 2017. Alors il y a eu une petite année de pause aussi avec le Covid, c'était un peu plus compliqué. Et c'est la première fois qu'on vient ici, donc on est très très content d'être là, hein, puisque l'idée c'est de faire des conférences de vulgarisation à destination du grand public hors les murs de l'Université de Strasbourg. Donc on va dans les quartiers, on va beaucoup dans les CSC, dans les centres socioculturels. Voilà, la première conf de l'année, c'était le mois dernier, et c'était à Haute-Pierre, au CSC Le Galet. Voilà, ensuite on ira à Chilic, enfin un peu partout, dans l'agglomération de Strasbourg. Bah, merci Philippe, puis merci à la Maison Mimir pour l'accueil. Donc le principe de la conférence de ce soir, ça s'appelle l'université en campagne contre les idées reçues. Donc j'ai deux spécialistes à mes côtés de la question. Francesco De Palma, vous êtes économiste au laboratoire donc BETA, ce qui veut dire Bureau Économie Théorique et Appliquée à l'Université de Strasbourg. Et vous, Patrick Côtelette, donc vous êtes économiste et sociologue, vous êtes professeur en classe préparatoire au lycée Fussel de Coulanges, classe BL je crois. C'est ça, BL. Donc vous avez aussi fait des manuels, donc aussi une bonne connaissance de la littérature économique sur ces questions. Et donc le concept, on va pas faire une conférence de 1h45 et 10 minutes pour les questions à la fin. C'est plutôt, on a listé des idées reçues, donc ce qui est un peu souvent des affirmations qu'on entend comme ça à la télé ou au café du coin ou dans les repas de famille, etc. Et on va essayer de voir avec les méthodes scientifiques si ces idées finalement elles sont plutôt vraies, plutôt fausses. C'est rarement juste vrai ou faux, mais on va en tout cas les détailler, les expliquer. Donc nous on en a listé 4 qu'on va faire au fur et à mesure quand on a préparé, mais bien sûr en fait pour chaque idée reçue, vous pouvez bien sûr poser vos questions au fur et à mesure, et puis après on avance, et puis même des fois ça arrive que les questions ou les idées reçues reviennent sur des points qu'on a développés précédemment, ça arrive qu'on fasse des petits retours en arrière, donc n'hésitez pas au fur et à mesure à lever la main et voilà, faire un peu part de vos questionnements sur cette question du SMIC aujourd'hui, et puis peut-être des salaires de manière un peu plus générale. Les 4 idées reçues qu'on a listées, c'est le SMIC en France n'augmente pas assez, notamment par rapport à l'inflation ou dans le temps, on verra un peu tout ça.
qu'augmenter le SMIC, ça provoquerait du chômage. C'est quelque chose qu'on entend des fois. Voilà, il y a des gens qui prendraient des salaires sous le SMIC et si on augmente, ça fait perdre du boulot. On va voir ça si c'est vrai ou pas. Augmenter le SMIC, ça permettrait d'améliorer le pouvoir d'achat, quelque chose aussi de très actuel en ce moment, notamment sur la manifestation qu'il y avait hier. Enfin, c'est les salaires en général, mais bien sûr, ça s'applique au SMIC. Et puis, le SMIC, la phrase, du coup, c'est le SMIC est un instrument de lutte contre les inégalités. On verra aussi dans quelle mesure cet instrument, il aide à avoir des salaires plus ou moins égaux en France. Je pense que là aussi, on aura beaucoup de choses à dire. Donc, sans plus attendre, la première idée reçue, c'était le SMIC en France n'augmente pas assez. Je sais pas qui veut commencer sur celle-ci. Tu avais 2-3 éléments au départ. Donc on n'a pas de quoi projeter ou quoi que ce soit, donc il faut bien écouter, mais ils ont tout dans la tête et ils sauront répondre à tout sans problème. Oh non, on n'a pas tout dans la tête, donc c'est pas vrai. Cela dit, ouais, c'est une question qui revient. Bonjour tout le monde. C'est vrai que c'est une question assez intéressante parce que en France, on dit que le SMIC, est-ce qu'il est assez haut, est-ce qu'il augmente, et il augmente pas assez, et c'est extrêmement difficile de répondre à cette question parce que ça oppose en fait deux visions. C'est-à-dire qu'il y a la vision du salarié qui lui touche le SMIC, il dit finalement le SMIC est très bas en fait. Fondamentalement, j'ai du mal à vivre avec ça. Dire qu'on a un SMIC élevé en France, c'est compliqué quoi. Et puis d'un autre côté, vous avez la position économique, entrepreneuriale qui dit le SMIC est quand même sacrément haut, augmenter le SMIC dans mon entreprise, ça risque de faire mal quoi. Et ça, c'est des discours qu'on n'arrive pas à entendre, en tout cas qui cristallisent beaucoup de tensions entre d'un côté les travailleurs et puis les entreprises, en disant voilà, c'est pas normal, le SMIC est trop bas, on n'arrive pas à vivre, etc. Alors finalement, pour répondre à cette question, il y a plusieurs moyens de le voir en fait. Il y a plusieurs moyens de le voir. Tout d'abord, peut-être c'est de dire, essayons de voir comment le SMIC a évolué en France. Parce que on l'a mis en place en 1950, grosso modo. Alors on n'avait pas le SMIC à l'époque, on avait le SMIG avec le G pour garantie de l'inflation à peu près. Mais ça changeait quoi? SMIC? Alors la grande différence, c'est qu'on a évolué quant à la revalorisation du salaire minimum. C'est-à-dire que quand on a regardé le SMIC, on prenait grosso modo l'inflation comme simple base. Quand on est passé au SMIC, on a rajouté une partie qui était de l'inflation des plus modestes, des 20% des plus modestes, c'est comme ça qu'on regarde un petit peu le SMIC. Et puis on regarde aussi le salaire moyen des ouvriers et puis des employés, grosso modo les bases classes sociales. Et c'est sur cette base-là qu'on fait une réévaluation du salaire minimum, parce que justement, on avait remarqué, mais on va en reparler plus tard, que le SMIG, dans les années 70, avait créé ce qu'on appelle une boucle prix-salaire. On en reparlera un peu plus tard de cela. Mais grosso modo, donc, si on reprend un petit peu l'histoire du salaire minimum, qu'est-ce qui s'est passé entre 1950 et aujourd'hui? Ça, les gens ont du mal à le comprendre. Et on le voit sur les réseaux internet, souvent on entend regarder le prix de la baguette, regarder comment ça coûtait en 80, comment ça coûte aujourd'hui, enfin bref, ce genre de choses. Et puis on regarde un petit peu le salaire minimum en 1950 et aujourd'hui. Et en gros, le pouvoir d'achat en 1950 et aujourd'hui. Et quand on regarde le pouvoir d'achat en 1950 et aujourd'hui, il a été multiplié par pratiquement 4, 3,8. Ça veut dire que grosso modo, aujourd'hui, un smicard peut acheter 4 fois plus de biens qu'un smicard il y a 50 ans. D'accord? Ça, on ne dit pas beaucoup, mais c'est une réalité. Alors est-ce que c'est normal, c'est partout comme ça? Quand vous comparez en gros les salaires minimums dans d'autres pays au départ, le salaire minimum en France était inférieur en termes de pouvoir d'achat au salaire américain, au salaire canadien, des Pays-Bas par exemple, il était nettement inférieur, et aujourd'hui il est nettement supérieur. Donc on se dit, en fait, le salaire minimum dans ces pays-là a plutôt stagné en fait depuis plus de 50 ans. Alors il y a eu quelques évolutions, il est monté, puis redescendu. Mais grosso modo, à l'heure actuelle, par exemple aux États-Unis, le salaire minimum est grosso modo équivalent à celui de 1950 en termes de pouvoir d'achat. D'accord? Par contre, celui de la France, il a été multiplié par 3,8. D'accord? Donc on ne peut pas dire que le SMIC n'a pas vraiment augmenté. Alors ça c'est un indicateur, mais encore une fois il ne veut pas dire grand chose en tant que tel, cet indicateur. Et moi là où je suis surpris, et ça me fâche en fait d'un point de vue discussion au niveau des médias, au niveau des politiques, c'est qu'il y a un indicateur phare pour mesurer en gros l'importance du SMIC. L'indicateur phare s'appelle l'indice de Keitz. Alors qu'est-ce que c'est que cet indice de Keitz? C'est un indice extrêmement important qui mesure en gros le poids du SMIC par rapport au salaire médian. Alors, le niveau de vie médian, c'est le niveau de vie tel que 50% gagnent moins que ce salaire-là, et 50% gagnent plus. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça, en France, c'est combien le salaire médian? À peu près 1900 € maintenant. Alors, le dernier chiffre qu'on a, c'était 1137, mais il a dû augmenter, je pense. Il doit être à 1900 €. 1900, ok. Et quand vous regardez...
Non, c'est net. Moi j'ai regardé il n'y a pas longtemps, c'était 1500. Non, ça c'est un peu plus long. Je parle pas du salaire, hein, je parle du niveau de vie médian. Le niveau de vie c'est un peu différent. C'est quand on prend en compte la taille de la famille en fait. Parce que vous comprenez, c'est ça qui compte. Il faut prendre en compte ce qu'on appelle les unités de consommation. C'est-à-dire c'est important de prendre en compte que c'est quoi un niveau de vie médian. C'est-à-dire qu'une famille qui gagne 2000 € chacune, d'accord? Donc ils sont à deux à être à 2000 €, ils n'ont pas le même niveau de vie qu'une personne seule vivant à 2000 €. Parce qu'une personne seule vivant à 2000 €, elle a un niveau de vie inférieur à celui des deux qui vivent à 2000 €. Parce qu'en fait, à 2000 € à deux, eh bien on fait face à des dépenses plus facilement, etc. Donc c'est pas, il faut prendre ça en compte, d'accord? Donc si vous prenez grosso modo cet aspect-là, effectivement, on est aux alentours de 1900 €. Alors, après transferts sociaux, en fait, après tout ce qui est... la prime d'activité, choses comme ça. Ça, on en reparlera, je pense. On en reparlera, d'accord. Pauvreté, inégalité. Alors, quand vous regardez ça, donc, on se dit, finalement, c'est le salaire médian en France, finalement, 1008, 1009, on va dire. Et là-dedans, en France, le salaire minimum, il représente 60%, enfin 61% de ce salaire médian. On va dire, est-ce que c'est beaucoup? Par rapport à d'autres pays, c'est énorme. Je prends un exemple très simple en disant, par exemple, je prends le cas du Luxembourg. Le Luxembourg a un salaire médian à 2100 €. Bon, Luxembourg. Mais il ne pèse, en termes d'indice de Keitz, finalement, 2100 €, c'est à peine 50% du salaire médian. Vous voyez? Donc il pèse moins. Alors, ça veut dire quoi? Ça nous donne une idée un petit peu du degré de contrainte que ça peut peser. Et je vais prendre un exemple extrême. Imaginons que demain, nous mettons en place un salaire médian à 4000 € en France. Un SMIC, plutôt. Un salaire minimum, pardon, à 4000 € en France. Vous pensez bien qu'il va peser extrêmement lourd. C'est-à-dire qu'on sera à un niveau où quasiment tout le monde sera à ce salaire-là. D'accord? Parce qu'il est très très haut, quoi. Sauf le patron de Total, peut-être. Peut-être. Qui a augmenté, il sera un peu au-delà. Oui, mais parce qu'il a perdu l'année d'avant. C'est vrai. Faut pas oublier. Et donc, du coup, voilà, on va le peindre un peu. Et donc, du coup, par rapport à ça, c'est vrai que quand on regarde la France, en fait, elle a un indice de Keitz qui est extrêmement important. Le seul pays en Europe qui est devant elle, c'est le Portugal. D'accord? Tous les autres pays ont un indice de Keitz, c'est-à-dire le poids du salaire minimum dans le salaire médian qui est inférieur à celui de la France. Donc dire qu'en France le salaire minimum est faible par rapport à d'autres pays, c'est délicat de le compter comme ça. Parce que moi, quand je dois défendre le salaire minimum, on me dirait, mais attendez, mais vous regardez aux États-Unis, il est à 30% du salaire médian, par exemple. D'accord? Alors qu'en France, il est à 60%, c'est le double, quoi. Dire que qu'il est très bas en France, ce serait peut-être une fausse idée. Voilà, si on doit résumer un petit peu les choses sur est-ce que le salaire minimum est trop bas ou pas, moi je pense pas qu'en France il soit trop bas. Très honnêtement, j'en ai pas l'intime conviction. Et on en parlera peut-être un peu plus loin, même si du point de vue du travailleur, ça peut paraître extrêmement bas. D'accord? Après, il y a le ressenti du travailleur, je suis d'accord avec ça, il peut paraître extrêmement bas, mais d'un point de vue microéconomique ou économique, c'est compliqué de dire que le SMIC n'a pas beaucoup augmenté, qu'il est pas très élevé, parce que concrètement, c'est sans doute un des niveaux les plus élevés par rapport au niveau de vie médian. Voilà, c'est pas rien de le dire, ça. La France est quasiment tout en haut. Et puis, quand on prend même au niveau de l'OCDE, donc les pays très très riches, devant elle, il y a la Nouvelle-Zélande, quoi. Donc, c'est pas non plus le pays le plus pauvre. Voilà, donc on est plutôt pas mal, quoi. Donc, on est plutôt bien là-dessus. Par contre, c'est vrai que ça peut être en tout cas mal ressenti par l'employé quand on nous dit ça, parce qu'il dit « j'ai pas assez pour vivre ». Mais je crois pas que ce soit la bonne réponse que de dire « c'est trop bas ou trop ». À mon avis, on en reparlera un petit peu après. Par contre, il est vrai qu'un autre moyen, et je l'arrêterai là ensuite, derrière je passerai la parole, de mesurer un peu l'importance du SMIC encore, c'est le nombre de gens qui sont payés au SMIC en France. On peut se dire, mais parce que finalement, c'est pas logique, c'est la logique de l'employeur, etc., etc. Et je pense que là aussi, il y a une erreur, parce que quand vous regardez un petit peu le nombre de gens qui sont payés en France au SMIC, c'est grosso modo entre 11 et 14 ou 15%, c'était un chiffre que j'avais, quoi. Donc beaucoup, ils sont très présents dans ce qu'on appelle le retail, le commerce, c'est souvent les jeunes qui sont payés au SMIC, souvent les femmes qui sont payées au SMIC, et c'est d'autant plus compliqué pour les jeunes et les femmes que souvent elles sont même à temps partiel. Donc au SMIC, qui n'est pas très élevé, à temps partiel, on gagne très peu en fait. D'accord? Donc pour eux, dire le SMIC il est pas assez élevé, je peux comprendre ce discours-là, vu de cet angle-là. Mais quand vous dites que pratiquement 11 ou 12 ou 13% sont payés au SMIC, je dis mais c'est quoi le taux aux Pays-Bas par exemple? C'est moins de 7%. C'est quoi le taux en Australie? C'est moins de 6%. Mais pourquoi en France, on y en a tellement qui sont payés au SMIC? Ça peut être l'idée, ça peut se dire, parce que le SMIC est peut-être relativement haut. Je vais reprendre mon exemple. Si demain en France, on met un SMIC en France à 4000 €, je peux vous dire que 90% de la population sera au SMIC.
D'accord? C'est ça l'idée. Ça, souvent, on le voit pas comme ça, mais il faut aussi le voir comme ça. Donc ça peut être aussi un indicateur qu'on ne veut pas entendre, qu'on n'entend pas, de ce point de vue-là. Alors je suis pas en train de dire que le SMIC, il faut le baisser, je suis pas en train de dire ça. Mais je suis en train de dire qu'à un moment donné, quand on réfléchit en termes de SMIC, je crois qu'il faut réfléchir par rapport à de la contrainte que ça peut avoir. On verra ça, on parlera peut-être de productivité derrière. C'est des questions qui vont se poser. Mais derrière, dire que le SMIC, il n'a pas augmenté, ça me semble un peu difficile de le dire, parce qu'en tout cas, j'ai peu d'éléments pour le défendre, cet argument-là. Voilà ce que j'avais dit. Par les augmentations notamment automatiques, c'est ça qui fait que le SMIC... Oui, alors en plus, le SMIC a toujours augmenté un peu plus vite, grosso modo, Que les prix. que les prix. Donc je veux dire, concrètement, dire que le SMIC a perdu en pouvoir d'achat, pourquoi? Il a été multiplié par 4 en pouvoir d'achat en fait 50 ans, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il a augmenté plus vite que les prix. Donc dire que le SMIC, finalement, c'est pas bon, il n'a pas augmenté par rapport au prix, c'est pas vrai, quoi. Ça, c'est une erreur, quoi, encore. Ok. Patrick Côtelette, sur le niveau du SMIC, vous voulez... Alors pour compléter, je ne vais pas revenir sur les faits, parce qu'en tant que tel, les faits, voilà, c'est des choses qui sont mesurées par des instituts statistiques, avec certes des méthodes qui sont compliquées, et puis on peut discuter ça en tant que tel, mais peut-être revenir en tant que tel sur d'abord l'idée reçue en elle-même. Pourquoi est-ce que des personnes peuvent penser que le SMIC n'a pas augmenté, augmente pas assez, que ce soit pas suffisant, indépendamment de pour vivre, juste que ça soit pas suffisant. Là, si on prend un point de vue complémentaire et plus sociologique, en fait, il faut se poser un peu la question de qu'est-ce que c'est qu'un salaire pour quelqu'un qui reçoit un salaire, qu'est-ce que ça dit sur soi-même de recevoir un salaire. Et à ce titre-là, il y a peut-être deux idées rapidement à présenter qui permettront de comprendre. Concrètement, quand quelqu'un reçoit un salaire, c'est une manière de se juger soi-même et se juger par rapport aux autres. Et donc en gros, quand on reçoit un salaire, on est en train de recevoir la valeur qu'on vaut aux yeux des autres. Et quand on reçoit un SMIC, on peut alors penser qu'on vaut pas grand-chose, que c'est pas assez suffisant, etc. Et là, en l'occurrence, il y a deux phénomènes qui peuvent expliquer pourquoi le SMIC, ça devient quelque chose qui cristallise beaucoup d'attention, ça augmente pas assez, c'est pas suffisant. Il y a déjà un premier phénomène, c'est en fait en tant que tel un prix, c'est alors ça c'est des travaux notamment en sociologie de Boltanski et Esqueré sur la valorisation des choses. En fait, on se rend compte que le prix, c'est quoi? C'est le résultat d'un processus de valorisation. On va négocier, on n'est pas toujours d'accord sur qu'est-ce que ça vaut véritablement, mais à un moment donné, on s'arrête dans cette négociation, dans cette valorisation des choses, et on va dire ça vaut tant. Okay. Et donc ça, dans les marchés, il y a plein de discours, plein de techniques différentes pour arriver à faire émerger un prix. Donc il y a plein de manières différentes de faire de la valorisation, et c'est le capitalisme, hein, c'est un outil notamment de production de discours qui permettent de valoriser les choses et de leur donner un prix à la fin. Et parmi les prix, il y a un type de prix qui est intéressant pour Boltanski et Esqueré, c'est ce qu'ils appellent des métaprix. Les métaprix sont souvent en fait donnés par l'État. Et en fait, ils servent de référence pour juger des autres prix, pour juger des autres processus de valorisation. Et en l'occurrence, le SMIC, c'est un métaprix. C'est un prix qui est fixé par l'État, qui est comme ça un guide qu'on doit avoir dans la société, et qui sert en gros comme référence pour juger du salaire de l'ensemble de la population. D'ailleurs, un exemple qui le montre, c'est quand à l'heure actuelle, on prend les discours sur les enseignants. Un enseignant qui débute sa carrière, on le mesure en fait en nombre de SMIC. C'est 2,3 SMIC dans les années 80, 1,2 SMIC à l'heure actuelle. Donc il y a un problème dans la manière de valoriser. C'est ce métaprix qui me sert de référence. Et alors ça en tant que tel, maintenant ce métaprix objectivement, effectivement il augmente. Et il augmente plus vite que les prix, il y a du pouvoir d'achat plus grand que par le passé quand on est au SMIC. En tout cas au moins à temps plein, hein, si on part du principe qu'on est à temps plein. Mais par contre le problème maintenant c'est que les salariés qui eux sont en emploi, ce qui se passe aussi c'est que quand ils reçoivent leur salaire, ils pensent pas simplement à ce que je vais gagner, mais aussi qu'est-ce que je vaux. Et ce que je vaux, pour regarder ce qu'on vaut, c'est pas simplement l'emploi qu'on occupe, mais tout ce qu'on est, d'accord? Toute l'histoire qu'on transporte avec nous. Et c'est ça la deuxième idée importante, c'est que maintenant on est aussi dans une société française où on a eu une massification scolaire. Et cette massification scolaire fait qu'on a plein de personnes qui désormais font des études, plus que leurs parents, à des niveaux qui sont quand même assez élevés hein, par rapport au passé. Et sauf qu'il y a eu c'est quelque chose qui peut être avantageux parce que ça permet de la mobilité sociale en partie, ça permet des gains pour les individus, pour en tout cas ceux qui en bénéficient, hein. C'est pas forcément le cas toujours. Mais le problème c'est qu'on a eu en fait une évolution maintenant des niveaux d'études qui ne s'est pas en fait retranscrite exactement sur le marché du travail.
Concrètement, on a des niveaux de diplôme qui ont largement augmenté et très vite augmenté. Des personnes sans diplôme en France qui ont largement disparu. Ça existe toujours, mais c'est beaucoup réduit par rapport au passé. Sauf qu'en fait, des métiers d'ouvriers et d'employés, ils n'ont pas disparu aussi vite. D'accord. Et autrement dit, ce qu'on a, c'est qu'on a plein de personnes qui ont bénéficié de la massification scolaire, qui ont désormais des niveaux d'études, mais qui maintenant, lorsqu'elles rentrent sur le marché du travail, si elles trouvent un emploi, elles se retrouvent en fait, comme on dit, déclassées scolairement. Elles ont un emploi qui a un niveau de qualification qui est plus petit que leur niveau de diplôme. Donc d'un côté, il y a des gens qui ont des emplois où il suffit d'avoir le bac, mais eux ont bac plus 2, bac plus 2, 3, etc. Sans rentrer dans la caricature du bac plus 8 qui se retrouve à bosser au flunch ou au McDo, mais en tout cas on a un niveau de diplôme qui est supérieur à celui du poste. Sauf que l'employeur, quand lui il paye par rapport au poste, mais l'individu quand il regarde son salaire, il regarde par rapport à qui il est, par rapport au diplôme qu'il a. Et là il y a un décalage. Puis j'imagine même des aspects beaucoup plus, peut-être moins rationnels, mais juste de l'image qu'on a de soi-même, un peu de dégo, de choses comme ça. Ouais, mais qui est construite, cette image, qui part des études qu'on a faites, par tout le parcours qu'on a vécu. Et que ce ne sont pas des indicateurs économiques hyper précis, mais qui jouent... C'est compliqué à mesurer, en fait. Bien sûr, Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est sur des personnes qui vont faire plus d'études, se retrouvent dans des postes qui, objectivement, demandent moins d'études que celles qu'ils sont. Et donc quand on les paye par rapport au boulot qu'ils doivent effectuer, mais eux ils se disent mais qu'est-ce que je vaux et qu'est-ce qu'on me donne? Pas le travail que je fais, pas la production que je réalise, mais moi ce que je vaux. Et là l'écart il doit être là. Alors faudrait tester, ça c'est compliqué derrière, mais sans doute il se passe quelque chose qui procure ce sentiment de SMIC qui est pas assez élevé. Même si objectivement il a en fait augmenté largement, quoi. Voilà. Est-ce qu'on a déjà des questions ou des réactions sur le niveau du SMIC et un peu le fait qu'il augmente ou pas? Oui, je crois qu'il y a une main qui s'est levée. Oui. Vous partez des années 50. Qu'en est-il si on part des années 80 ou 90? Entre 1990 et maintenant, de mémoire, le SMIC a été multiplié par, je crois, 2,6. Alors j'ai le SMIC brut, c'est 90-2020, j'ai fait des fiches. Petite anti-sèche. De mémoire, le SMIC en 90 c'était à peu près 4,65 €, je crois, de l'heure. En tout cas. Et aujourd'hui il est à 11 € à peu près de l'heure. Donc ça fait 4,65 €, 11 €, ça a été multiplié. Mais par rapport au pouvoir d'achat, moi, la question. C'est en prix constant, c'est en tenant compte de l'inflation. Okay. Alors moi j'avais regardé, SMIC horaire brut c'est 2 fois 2,2 et les prix fois 1,6. Donc voilà. Les prix ont augmenté moins vite que le salaire horaire brut. Après, le problème, c'est que c'est par heure de travail. La grande question, c'est est-ce que les personnes qui sont au SMIC, elles vont bosser 35 heures, moins d'heures, etc. Ce qui est aussi une manière dont le marché s'ajuste. Et ça, c'est un deuxième problème, mais qu'on verra plus tard sur la question de l'emploi, quoi. D'autres questions, d'autres affirmations, ou idées en tout cas sur le SMIC? Vous avez les spécialistes à interroger. Sinon, on passe... à l'idée suivante qui était augmenter le SMIC provoque le chômage. Donc ça c'est souvent quelque chose qu'on entend et d'ailleurs c'est quelque chose qui est revenu. Alors moi je n'ai pas tellement entendu dans la campagne de l'élection présidentielle, mais il y avait des candidats qui proposaient le SMIC à 1 500 €, à 1 800, je crois même à 2 000 si j'ai une bonne mémoire. Et 2 000 je crois peut-être du NPA ou de lutte ouvrière. Et souvent, ce qu'on oppose à ça, c'est de dire oui, mais du coup, on sortirait des gens du marché du travail et il y a des jobs qui n'existeraient plus parce qu'ils seraient trop bien payés en quelque sorte. Est-ce que ça, c'est une affirmation qu'on peut... Enfin, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette affirmation? Est-ce qu'elle est vraie ou fausse et comment on peut un peu la détailler? C'est égal. Je pense qu'on sur le point de départ, on peut peut-être dire la même chose, et puis après on va compléter. Et on va inverser un peu l'ordre. Ouais, c'est ça. En fait, en tant que tel, là maintenant, pour traiter cette question, on va plus avoir un discours d'abord d'économiste, parce que ce qui compte, c'est dans le fond ce qui se passe sur le marché du travail, dans l'interaction entre un salarié d'un côté et l'employeur de l'autre. En tant que tel, pour un salarié, le salaire qu'il va percevoir, dont le SMIC, c'est d'abord un revenu, un gain pour lui. Mais par contre, du côté de l'employeur, le SMIC, c'est quoi? C'est un coût qu'il va devoir payer pour réussir à réaliser une production. Qui est plus élevé que ce que touche le salarié, puisque lui il voit aussi les cotisations ouais, effectivement. Alors patronales, ouais, les cotisations patronales, cotisations salariales. Après, les cotisations salariales, ça fait partie du salaire, hein, c'est un salaire différé, c'est quand même un gain pour le travailleur. Et de fait, mais effectivement, il y a des salariés qui peuvent oublier que cette partie-là, que sont les cotisations sociales, ça fait partie en fait d'un gain futur, qu'est la retraite, l'allocation chômage, éventuellement plus tard.
Mais en tout cas, donc pour un employeur, le SMIC, c'est d'abord un coût qu'on doit payer parce qu'on a besoin de quelqu'un qui va produire pour nous. Et en fait, en tant que tel, lorsqu'un employeur va essayer d'embaucher ou va garder un salarié, ce qu'il fait comme comparaison, et s'il fait un calcul rapide, il fait un calcul coût-avantage. Est-ce que c'est pertinent pour moi d'avoir un travailleur? Et dans le fond, est-ce qu'il me coûte plus qu'il me rapporte ou non? Et donc mathématiquement, toute chose étant égale par ailleurs, comme on aime bien dire en économie, il n'y a rien qui change à part le salaire. Si vous faites augmenter le SMIC, il y a sans doute des personnes qui vont peut-être désormais avoir des productivités plus faibles que le salaire de l'employeur, qu'on demande de payer à l'employeur. Donc ça peut créer ce risque-là, en fait, qu'on ait donc des personnes qui se retrouvent éjectées du marché du travail, ou qu'on ne va pas embaucher parce que ce qu'ils sont capables d'apporter comme production à l'entreprise et comme gain surtout à l'entreprise ne sont pas suffisants pour compenser les coûts. Et ça, c'est vraiment le mécanisme économique standard de base sur qu'est-ce qui va se passer lorsque on a une augmentation du SMIC. Après, la vraie question qui est derrière, qu'on peut rajouter en peut-être complication, et avant d'arriver sur peut-être des estimations, c'est que on dit là dans la phrase, c'est que si j'augmente le SMIC, je provoque le chômage. Moi, ce que je peux être sûr, c'est que toutes choses étant égales par ailleurs, donc à productivité identique, il n'y a rien qui change, j'augmente le SMIC, je vais augmenter le non-emploi. Je ne suis pas sûr que je vais augmenter le chômage. Parce que le chômage, c'est des personnes qui, par définition, n'ont pas d'emploi et recherchent un emploi. Peut-être qu'il y a des personnes qui finalement vont être arrêtées leur recherche d'emploi vu les difficultés qui vont retrouver un emploi. Peut-être que en fait finalement ce qu'on va faire augmenter c'est toutes les personnes sans emploi mais pas forcément les chômeurs. Ça se verrait pas forcément dans la statistique. Mais donc augmenter le SMIC peut provoquer le chômage, on peut en tout cas le comprendre et comme on l'a dit, toute chose étant égale par ailleurs. Le vrai problème c'est quoi? C'est que le monde il n'est pas toute chose étant égale par ailleurs, il n'arrête pas de bouger. Et donc faire bouger le SMIC ça peut créer pas mal d'autres variations qui vont l'accompagner. Alors je peux peut-être te laisser parler de la suite, à savoir, je sais pas, le salaire d'efficience, qui est une manière de revoir le problème. C'est vrai que quand on regarde le lien SMIC chômage, en fait moi, alors j'avais un graphique mais on peut pas le projeter, mais c'est intéressant parce que, et là c'est une fausse idée en fait sur laquelle, ou en tout cas les économistes peuvent se tromper. En tout cas des fois on peut faire dire à des graphiques à peu près n'importe quoi. Il y a un joli graphique où je peux vous montrer par exemple en gros, en abscisse, donc en bas vous avez en gros le taux de chômage et puis en ordonnée vous avez le salaire minimum. Et quand vous faites ce graphique, donc on prend en fait les données, voilà, vous avez plein de pays, voilà, quel était dans tel pays le niveau du SMIC, quel était le niveau de chômage, en telle année, telle année, telle année, telle année. Dans tel pays qui a été le niveau de SMIC, qui a été le niveau de chômage, en telle année, telle année, telle année, telle année. Puis vous avez un nuage de points comme ça, qui est plutôt décroissant. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que bizarrement on se dirait, tiens, on voit que quand le SMIC est haut, le chômage est bas. Et on voit que quand le SMIC est bas, le chômage est haut. Et donc on a eu tendance à dire, très vite, en tout cas ceux qui défendaient le SMIC, en disant, voilà, regardez, il y a bien un lien, c'est bien, il faut verser des salaires élevés, enfin des SMIC élevés, ça va faire baisser le chômage, quoi, bizarrement. Alors là, on s'est rendu compte, en tout cas, il y a des erreurs qui peuvent être commises, parce que qui dit corrélation entre deux variables, ne dit pas causalité entre deux variables. C'est pas l'un qui va être causal de l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être, on pourrait dire aussi, mais peut-être c'est pas le fait que le SMIC soit haut que le chômage soit bas. Mais peut-être parce que le chômage est bas, on va accepter facilement des hauts salaires, donc des SMIC relativement élevés. Donc on peut renverser la causalité. Ou pire que tout, les deux ne sont absolument pas liés. Il y a une troisième variable qui explique cela, c'est la productivité, par exemple. En ayant une forte productivité, à la fois, ça va doper en gros la demande de travail, donc moins de chômage, et en même temps, on acceptera de payer des salaires relativement élevés. Donc c'est un autre facteur. Vous voyez, c'est un peu comme si vous imaginez qu'on souhaite corréler les ventes de lunettes de soleil et les ventes de glace. Quand vous regardez le lien entre les deux, vous voyez que c'est joliment croissant. D'accord? On dit, tiens, quand on achète on achète plus de glace parce qu'on achète plus de lunettes de soleil. Non, c'est pas ça le lien, c'est le soleil, quoi, la troisième variable, quoi. Donc c'est un peu ça l'idée. Et donc, du coup, on s'est dit, on a écarté ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, le lien? Est-ce que le SMIC crée du chômage? Et il faut être très honnête, là-dessus, les économistes se bouffent la gueule depuis un moment, très clairement, et il n'y a pas de consensus, en fait. Il n'y a pas de consensus. C'est ça le résultat. On ne sait pas, en fait. En fait, la plupart des études économétriques, donc c'est en gros, on prend les données, on fait des modèles économétriques, donc ça veut dire vraiment, on essaie de prendre des données en disant, voilà, on va expliquer le chômage par telle variable, là, on va mettre des d'autres variables, l'âge, le biais, l'expérience, l'éducation, etc. Puis on va enlever tout ça, on va neutraliser tout ça, puis on va regarder juste l'effet du SMIC.
Donc ces données, par exemple, c'est des données européennes, des européennes, des données américaines, Eurostat, vous avez la DARES qui est Ici. en France pour les données. Par exemple, les règles ne sont pas toujours les mêmes. Le chômage, c'est pas le même chômage. Alors si, le chômage tel qu'il est défini, dans le monde entier, il est défini au sens du BIT, donc du Bureau international du travail. Un chômeur, c'est une personne en âge de travailler, d'accord, qui est sans emploi, n'a pas travaillé ne serait-ce qu'une heure dans la semaine de référence, à la recherche d'un emploi, qui a au moins fait une démarche de recherche d'emploi pendant le mois précédent l'enquête, et qui est disponible pour travailler. C'est-à-dire que dans les 15 jours, elle peut accepter un emploi. Donc ça, c'est la définition d'un chômeur. Ok, donc ça, vous avez quand même des stats carrées, comparables. On veut avoir des comparaisons. Alors, comparables, des fois, il y a certains pays qui peut-être jouent un peu dessus. Les procédures d'enquête ne sont pas les mêmes. Ne sont pas les mêmes, exactement. Alors, quand on regarde ça, donc l'histoire du chômage, par rapport au chômage, très honnêtement, ça se mesure pas. Économétriquement, il n'y a pas beaucoup d'effets. Globalement, ce qu'on trouve, alors, il faut être tout à fait honnête, globalement, on aurait l'idée, on aurait l'intuition que beaucoup de résultats montrent que une hausse du SMIC réduirait un petit peu l'emploi. Mais vraiment, très marginalement, quand ça apparaît. Et il y a même des cas où ça augmente l'emploi. On verra, on peut expliquer ça peut-être plus tard. Donc ça peut avoir un effet positif sur l'emploi, d'accord ? Et fondamentalement, ça c'est les estimations économétriques. Les théoriciens, moi je suis plutôt un théoricien plus qu'un économètre, qu'est-ce qu'on montre ? On montre en fait qu'il n'y a pas de relation simple entre le SMIC et l'emploi. Concrètement, alors vous allez dire, c'est très drôle, en fait vous servez à rien les économistes, par rapport à ça vous avez peut-être raison, mais nous ce qu'on montre, c'est que finalement, quand le SMIC est très bas, quand vous l'augmentez, c'est même bon pour l'emploi. Pour plein de raisons, ça s'appelle des effets de monopsone, c'est un peu sophistiqué, mais c'est bon parce qu'à un moment donné, si moi si je suis employeur, si je dois augmenter mon salaire minimum, je vais devoir produire plus pour que je sois rentable au départ. Donc du coup, effectivement, on va avoir des effets d'échelle qui font que j'ai besoin de produire plus, donc je vais embaucher plus. Bizarrement, quand vous augmentez le salaire minimum, au départ, quand il est bas, le fait de l'augmenter, c'est bon pour l'emploi. Par contre, il y a un moment où, quand vous l'augmentez trop, c'est pas bon pour l'emploi. En gros, c'est ce qu'on dit. On dit quand il est bas et quand on l'augmente, c'est bon pour l'emploi. Quand il est trop haut, quand vous l'augmentez, c'est plus bon pour l'emploi. Vous voyez, il faut pas faire Saint-Cyr pour comprendre ça, quoi. Et puis à côté de ça, en fait, on peut dire, l'économétrie dit pas grand-chose. La théorie, vous êtes gentil si vous êtes dans votre monde. Puis il y a une nouvelle approche qui se fait de plus en plus, c'est ce qu'on appelle l'expérimentation naturelle. Alors ça, c'est assez intéressant. C'est vraiment de voir ce qui se passe lorsque, voilà, on voit un choc, il y a une population qui est touchée par ce choc et pas l'autre population. Et donc du coup, par exemple, ça a été le cas, le prix Nobel de l'année dernière, elle a eu le prix Nobel grâce à ça notamment, on a observé en fait le SMIC, un choc de SMIC, un salaire minimum, c'est pas un SMIC, un salaire minimum aux États-Unis. Dans le New Jersey, on avait très fortement augmenté le salaire minimum, de plus de 20% quasiment. Enfin, on est passé de 4,25$ à 5,05$. Et parce qu'aux États-Unis, il y a un SMIC qui est garanti au niveau de tous les. Au niveau des États fédéraux, au niveau de l'État fédéral. Et les États peuvent avoir leur SMIC toujours plus élevé. Toujours plus élevé. On peut être au-dessus. Donc l'État fédéral, l'État fédéral donne un SMIC général pour tout le monde, et après chaque État peut être au-dessus, mais il ne peut pas être en dessous de. C'est pas le cas en France. On n'a pas de SMIC alsacien. Non. C'est pareil. C'est peut-être un problème. Alors du coup, par rapport à ça, effectivement, quand vous regardez ça, en fait, la Pennsylvanie n'avait pas changé son salaire minimum. D'accord ? Alors que l'État du New Jersey avait changé son salaire minimum. On a appelé ça le fameux paradoxe des fast-food. On a regardé en fait, tiens, dans le New Jersey où le salaire minimum a augmenté, qu'est-ce qui s'est passé en termes d'emploi ? Alors je vais le dire, on a regardé l'emploi dans les fast-food. Alors pourquoi les fast-food ? Parce que les gens sont payés beaucoup au SMIC dans les fast-food. Et donc le SMIC est très contraignant dans ces restaurants. Donc du coup, ça a permis de comparer un peu les choses. Et on rend compte qu'en Pennsylvanie, l'emploi a diminué. Et dans le New Jersey, l'emploi a augmenté. Donc on a appelé ça le paradoxe des fast-food. Et à l'époque, ce que disaient Card et Kruger et Katz qui ont fait l'approche, on dit arrêtez de dire que le SMIC est un frein à l'emploi. Pour preuve, nous avons ici un effet beaucoup plus important sur l'emploi. En disant notamment, les arguments, c'est de dire parce qu'en ayant augmenté le SMIC, on sait que le fast-food est un bien normal. Comme on dit, quand on est plus riche, les gens vont acheter plus de fast-food. En fait, ils ont alimenté un petit peu leur propre demande. Et donc, du coup, en augmentant le salaire des fast-food, ils ont vendu plus de fast-food. Et donc, du coup, ils avaient besoin de plus de monde. Voilà, par le mécanisme. Donc, aujourd'hui, dire que le SMIC est source de chômage, c'est compliqué. En même temps, on revient en France, là on est aux États-Unis. En France, il y a eu des études qui ont été faites sur comment l'impact du SMIC va affecter l'emploi. Et vous savez, il y a un auteur qui est assez connu, qui s'appelle Kramars, qui a beaucoup bossé sur le salaire minimum, et qui a montré qu'en France, alors c'est un peu sophistiqué, alors déjà il a essayé de montrer un peu, dans 2005 ou 2006, quel était l'impact du SMIC sur l'emploi. Et pour lui, il disait, bon, grosso modo, si vous augmentez le SMIC en France, on va détruire à peu près, à court terme, 29 000 à 30 000 emplois. C'était l'idée de la destruction d'emplois qu'on allait générer.
En même temps, il a montré aussi, alors c'est pas non plus un truc énorme, hein, c'est 29 000, on n'est pas non plus ces chiffres complètement dingues, hein, parce que je vous rappelle qu'on a quand même 30 millions de travailleurs en France, quoi, donc 29 000 c'est pas grand chose. Hein. Et puis en même temps, ce qu'il a montré aussi, c'est que, et ça c'est plus délicat, c'est en fait le fait d'augmenter le salaire minimum en France, ça a augmenté la probabilité pour un smicard d'être licencié. Alors quand vous l'augmentez de 10%, ça a l'augmenté grosso modo de 10%. D'accord? Donc ça veut dire qu'il sera licencié, mais ça a augmenté sa probabilité d'être licencié. Donc il dit voilà, le SMIC ça va peut-être plutôt agir sur les flux du marché du travail, plus que sur les stocks du marché du travail. C'est plutôt comme ça qu'il fallait le vendre. Mais pas de consensus en disant que augmenter le SMIC ça va créer nécessairement du chômage. Ça, c'est difficile parce qu'on ne l'observe pas. Parce qu'évidemment, il y a plein d'autres aspects qui font qu'on n'aurait pas de chômage. Par exemple, parce qu'on peut relancer la demande, parce qu'on va aussi améliorer l'efficacité du travail, et donc du coup de la production. D'accord ? Ce sont des choses assez intéressantes, parce que derrière, en augmentant le SMIC, par exemple, on fait disparaître les mauvaises entreprises. C'est un économiste turc du MIT qui s'appelle Hachimoglu qui l'a montré. On fait disparaître des mauvaises entreprises et les bonnes entreprises vont rester. On a observé ça en Chine. Mauvaises, c'est-à-dire qui sont... celles qui ne sont pas assez productives, qui ne peuvent pas faire face à ces hausses de... Économiquement, quoi. Voilà. Pas donc, moralement. Coup, voilà, en augmentant le SMIC, en fait, on force les firmes à être efficaces, quoi. Et donc, du coup, à produire finalement plus pour moins cher. Voilà, donc, la relation SMIC-chômage, honnêtement, celle-là, elle tient pas la route. Enfin, elle tient pas trop la route pour l'instant. En tout cas, il n'y a pas de consensus là-dessus. C'est à ce titre-là, pour compléter sur justement la question de cette variation des résultats, en fait on se rend compte aussi dans les enquêtes empiriques qu'il y a une grosse diversité du cadre spatio-temporel. Il y a des moments donnés où le SMIC va créer des emplois, d'autres il va détruire des emplois. Il y a peut-être deux choses qu'on voit quand même assez souvent, mais à nouveau sans consensus exact, c'est déjà selon on va dire l'horizon temporel. Le fait d'augmenter le SMIC, ça peut créer à court terme, comme on dit, un peu plus de demandes. On a des salariés qui sont un peu plus riches, qui vont consommer un peu plus et qui vont donc créer une incitation pour les entreprises à créer des emplois. Mais en même temps, dans un deuxième temps, comme on dit plutôt à long terme, après que des ajustements de marché ont lieu, maintenant que le SMIC est plus élevé, l'employeur il va refaire un peu ses calculs. Là tout de suite, il a créé des emplois parce qu'il avait des consommateurs qui venaient débarquer à sa porte. Mais maintenant, je me rends compte que je paye quand même très cher mes travailleurs. Ce serait peut-être mieux de les remplacer éventuellement par du capital ou trouver une autre technique de production et de réduire un petit peu la voilure au niveau des emplois. Donc je peux créer un petit effet comme ça de boost sur le travail, sur l'emploi à court terme, mais je suis pas sûr de le conserver à long terme. Mais ça, c'est des choses qu'on peut observer de temps en temps, mais sans que ça soit une règle générale pour tous les pays. L'autre source de diversité qu'on a aussi, et ça c'est des travaux d'un des spécialistes qu'on a dans le monde aux États-Unis qui s'appelle Neumark, c'est des travaux sur qu'est-ce qui se passe selon le cadre institutionnel. On avait évoqué le cas des États-Unis, on a évoqué le cas de la France, et après il y a d'autres pays, l'Allemagne ça fonctionne pas de la même manière, la Suède ça fonctionne pas de la même manière, Portugal, etc. Chaque pays en fait a ses règles propres de fonctionnement du marché du travail. C'est ce qu'on mesure notamment avec ce qu'on appelle la protection de l'emploi. Comment est-ce qu'en fait on assure les flux de création, de destruction d'emplois sur un marché. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que les pays où des effets sur l'emploi ont lieu, on en observe, c'est souvent les pays où il y a une faible protection de l'emploi. Autrement dit, c'est facile de faire des flux de création, c'est facile de faire des flux de destruction. Dans les pays où il y a une forte protection de l'emploi, vous changez le SMIC, souvent, mais pas toujours, à nouveau, je vois pas en fait véritablement d'effet sur l'emploi à la hausse ou à la baisse. C'est le cadre institutionnel qui joue en plus. Donc forcément, quand vous êtes en train de faire changer le SMIC, vous faites changer une variable, mais il faut tenir compte de toutes les autres qui sont derrière. Et donc, c'est pour ça qu'on a du mal à dire, oui, ça va être horrible pour la France si vous l'augmentez, ça va être affreux pour la France si on l'augmente. Ça dépend en fait des paramètres qu'on a. Donc si vous changez le SMIC et si vous changez 2-3 autres trucs en même temps, ça peut être aussi bien bénéfique que néfaste. Puis en dernier truc sur le cas spatio-temporel, et tu l'as évoqué, c'est la question du monopsone. En fait, en tant que tel, il y a aussi cette idée que... Rappelez-nous peut-être ce que c'est le monopsone, Ouais. j'ai entendu avant, mais Bien sûr, il n'y a pas de problème. je crois avoir oublié entre-temps. Mais... En fait, en gros, quand je faisais le tout premier modèle, là, je vous disais, un employeur, c'est quelqu'un qui va regarder son travailleur comme quelque chose qui lui coûte, et il est embêté, etc. En tant que tel, on peut se dire déjà, ce que ça lui coûte, ça va dépendre, en fait, comme on dit, du degré de concurrence. Quand vous êtes une entreprise qui est en concurrence avec beaucoup d'autres pour embaucher des travailleurs, ça va être, vous pouvez pas faire n'importe quel salaire parce que vous savez très vite que sinon il va partir là où il sera mieux payé. Donc en gros, en concurrence, vous êtes un peu limité dans la marge de manœuvre du salaire que vous allez pouvoir proposer. Vous n'avez pas beaucoup de pouvoir de marché, comme on dit.
À l'inverse, quand on est en monopsone, ça veut dire que vous êtes le seul acheteur sur le marché du travail. Vous êtes le seul, le seul acheteur, et plus spécifiquement ici le marché du travail. Donc, autrement dit, vous êtes la seule entreprise dans laquelle un travailleur peut bosser. Et si c'est une situation de ce type-là, vous avez, comme on dit, un pouvoir de marché. Concrètement, le salarié ne peut pas trop négocier. S'il veut avoir un boulot, il faut qu'il aille chez vous. Le conducteur de train, il peut que aller à la SNCF, par exemple. Ouais, maintenant, il y a de la concurrence, Oui, donc ça marche moins bien, mais dans l'idée, c'est un peu reste ça. un oligopsone en ce moment. Voilà. Il y a quelques Il n'y a acheteurs. que quelques-uns. Mais en tout cas, vous avez en gros un pouvoir de marché, vous pouvez fixer un peu le salaire que vous voulez. Et donc en tant que tel, quand vous augmentez le SMIC, pour quelqu'un qui est en monopsone, en fait, on est obligé de le payer plus que moi, ce que j'essaie de faire avec le pouvoir de marché. Donc pour compenser la perte que je suis en train de faire, j'aurais peut-être envie de produire plus et donc de créer d'autres emplois. Donc si on a un marché du travail où on a pas mal de monopsones, eh ben oui, on peut créer de l'emploi en augmentant le SMIC. Et alors, à l'occurrence, le monopsone, c'est très... a priori, on a l'impression qu'il n'y en a pas, quoi. Mais en fait, on peut imaginer, il y a des modèles qui font ça, que en fait, pour un travailleur qui est en train de rechercher un emploi, une entreprise qu'il trouve, avec laquelle il va faire un entretien d'embauche, c'est comme un monopsone. Pourquoi ? Parce que quand je suis en train de faire ma recherche d'emploi, c'est comme un navigateur qui va d'île en île. J'arrive sur une île qui est mon employeur potentiel, il va me proposer une offre, mais si je la refuse, qu'est-ce que je vais devoir faire ? Je vais devoir reprendre mon bateau, naviguer. Ouais, mais est-ce qu'il y a une autre île sur laquelle je vais pouvoir arriver ? C'est pas sûr. Donc en gros, selon l'état du marché du travail, selon la quantité d'offres d'emploi disponibles, selon la facilité à naviguer, etc. En gros, quand je suis face à l'employeur, même si en vrai c'est pas un monopsone, il peut se comporter comme s'il était un monopsone. Et donc là derrière, à nouveau, c'est la question du marché du travail. Est-ce que la mobilité, elle est facile entre les professions, entre les régions ? Et donc selon le degré de mobilité qu'on a, on aura plus ou moins de monopsone et donc plus ou moins de pouvoir de marché du côté des entreprises. Et d'ailleurs, ce qu'on constate, c'est que ça, si je prends le cas français, quand vous regardez les raisons pour lesquelles les employeurs augmentent les travailleurs, en fait, on a des enquêtes de la DARES qui ont été évoquées. DARES, c'est la direction, je sais plus. Qu'est-ce qu'elle fait En gros, c'est le service de statistique du ministère du Travail. Et de l'Emploi. Et donc, en gros, ils font des stats sur le marché du travail français. C'est eux qui mesurent notamment les demandeurs d'emploi en fin de mois. C'est l'équivalent des chômeurs, mais du point de vue statistique. Pôle emploi, notamment, rattaché à Pôle emploi. Ils mesurent plein de choses, les conditions de travail, pas mal de critères. Et notamment, de temps en temps, ils font des enquêtes où on demande aux entreprises. Alors après, ça va dépendre, parce que je prends toutes les entreprises, celles qui ont plus de 10 salariés, là il y a de la variation possible. Mais quand je prends les enquêtes sur les entreprises qui ont plus de 10 salariés en France, et qu'on leur pose la question, pourquoi vous augmentez vos travailleurs ? Pourquoi vous acceptez de les payer plus ? Et en gros, quand je prends des travailleurs qui sont des travailleurs non cadres, globalement, 50% des entreprises les augmentent parce que le SMIC a augmenté. Sinon, ils ne le feraient pas. Donc là, on peut se dire que c'est important aussi ce SMIC-là. 50%. 50%. 1 sur 2. Une augmentation sur 2. Voilà, c'est dans les enquêtes qu'on a. Alors après, c'est la stat que j'ai en tête, je ne sais plus quelle année c'est. Je ne sais pas si c'est toutes les années 50%, mais on doit sans doute osciller un peu autour de ça. Alors que par contre, pour les personnes qui sont qui sont cadres, là le SMIC, il joue des fois un tout petit peu parce qu'en fait, par point de comparaison. D'accord ? Je vais augmenter mon cadre parce que je vais augmenter le type qui est ouvrier dans la même entreprise. Mais généralement, si vous l'augmentez, pourquoi ? C'est parce qu'il a peut-être des opportunités extérieures, parce qu'il y a de la concurrence, parce que sinon je vais le perdre et je suis embêté. D'accord ? Ou parce qu'il y a de la négociation collective, des conventions, des accords qui ont été signés dans l'entreprise. Mais concrètement, le SMIC en tant que tel, ça va être un outil important pour augmenter le salaire de ces travailleurs qui sinon ne verraient pas leur salaire augmenter. Mais avec l'effet sur l'emploi qui, pour le coup, par contre, peut être compliqué, incertain à observer, quoi. Voilà. Vous voulez encore rebondir là-dessus ? Ou peut-être qu'il y a des questions sur la hausse du SMIC ? Ouais, on en a même deux. On va commencer avec vous, au fond, et puis on reviendra ici, là-bas. Donc, si j'ai bien compris, vous disiez que si on augmente le SMIC, alors les entreprises devront licencier des salariés parce qu'elles ne pourront pas payer tout le monde. C'est bien ça ? Moi ? Ah d'accord. Non, alors elles vont pas nécessairement le faire. Des firmes pourront le faire. Parce que encore une fois, quand vous regardez comment on licencie ou on licencie pas, une entreprise en fait, elle fait pas son calcul en fonction que du SMIC. C'est ça qui est toujours un peu pénible dans les discussions. Ce qui intéresse une entreprise, c'est pas ce qu'elle va payer à son salarié. C'est ce qu'elle va gagner par rapport à ce qu'elle va payer. C'est ça ce qui intéresse. Si demain, payer un salarié 5 000 € ne me gêne pas, s'il me rapporte 15 000, d'accord, et je le paye pourtant 5 000 €, vous voyez, et ça peut me choquer de payer quelqu'un 400 € parce qu'il m'en rapporte 300, vous voyez. Donc ce qui est intéressant, c'est pas tellement de voir que le SMIC, c'est de voir en fait ce qu'on appelle le profit, en fait, la différence entre la production et le coût. Donc du coup, effectivement, là en l'occurrence,
quand vous dites est-ce que le fait d'augmenter le SMIC, ça peut conduire à certains licenciements? Oui, parce qu'en augmentant le SMIC, vous pouvez écarter du marché du travail tous ceux qui n'ont pas une productivité suffisante à ce niveau de SMIC-là, quoi. C'est ça le truc. Mais du coup, comment on pourrait y remédier, comment on pourrait aider les entreprises pour que le SMIC puisse être plus élevé, mais que la productivité soit la même, mais que les entreprises puissent quand même survivre, quoi. Oui, et puis tout le monde sait, mais c'est un peu compliqué derrière, parce que, vous voyez, c'est vrai que c'est une belle question, et je crois que la seule réponse, enfin pour moi en tout cas, la seule réponse à cela, c'est d'augmenter la productivité. C'est la seule manière de contenter tout le monde. Parce qu'à un moment donné, il faut à la fois contenter l'entreprise qui doit en fait faire du rendement, sinon elle n'embauche pas. Parce qu'on en reparlera plus tard, mais vous savez, on peut dire tout ce qu'on veut, on peut dire on va augmenter le SMIC, on va augmenter le SMIC, on va faire ci, on va faire ça. Les gens, par exemple, de l'extrême gauche l'ont beaucoup souligné, mais j'ai dit, est-ce que vous pouvez, en augmentant le SMIC, imposer l'embauche? Il dit, ben non. J'ai dit, alors à quoi ça sert? Est-ce que la personne sera embauchée pour autant? Elle n'est pas embauchée à 1002, est-ce qu'à 1006, elle sera embauchée? Vous voyez, c'est ça mon problème. Et donc, en fait, la question, c'est la question de cette fameuse productivité. D'accord? Alors, vous allez me dire, mais la productivité, ça prend du temps. Ça prend pas mal de temps à augmenter. C'est quelque chose qui est lent, qui peut être long. Comment on augmente le capital humain d'une personne, c'est compliqué. C'est vrai que ça se fait pas en 5 minutes. Tout avec la formation, ça peut être un des leviers. La formation est un levier extrêmement important. Moi, je crois que je ne crois qu'en ce levier-là, en fait. La seule manière d'améliorer. Il m'avait pas dit avant. C'était pas prévu comme question. Je pense qu'il faut augmenter à mort la formation. Mais encore une fois, le point important là-dessus, c'est de dire à ce moment-là, mais tant qu'on n'a pas augmenté, comment on fait? Et là, je pense que les questions, elles vont revenir quand on parlera de la pauvreté ou des inégalités. La question, c'est est-ce qu'il ne faut pas prendre en charge, est-ce qu'il ne faut pas que la société prenne en charge ce manque de formation, en disant, bah, si on veut aider les personnes qui ne seront jamais embauchées au SMIC parce que le SMIC est trop important par rapport à ce qu'elles produisent, du coup, ce différentiel pour qu'elles puissent être embauchées, pas supporté par l'entreprise, mais qui soit supporté par la société, par un impôt que nous payons et nous disions à ce moment-là, ben, si cette personne-là, sur un marché, elle vaut 500 €, elle ne sera jamais embauchée à 1200 €. Mais donc le différentiel qu'il faut faire, ben, on le fera. Quand on voit que certaines associations, c'est ce qu'elles font en fait. Pardon ? Il y a les employés. Les employés, par exemple, exactement. Et bien à un moment donné, ben, on va financer un peu la perte, parce que la personne n'a pas assez de compétences par rapport à ça, et donc le marché ne pourra pas prendre cette personne-là, et donc il vaudrait mieux que ce soit mutualisé entre nous, que nous financions ça, sous couvert que cette personne-là, on puisse ensuite l'accompagner pour qu'elle puisse augmenter sa productivité, parce qu'il ne faut pas qu'elle soit une charge permanente, parce que ça ne sert à rien. Voilà. Oui, alors il y avait monsieur qui avait même levé la main avant, mais j'ai vu qu'il y a 2 autres questions dans le fond. Alors on commence avec vous, mais on ne vous oublie pas là-bas. Du coup, est-ce que quand on augmente le SMIC, on n'augmente pas juste la part de la population qui touchera le SMIC? Si ça n'augmente pas le chômage, est-ce que ça n'augmente pas juste le nombre de personnes qui ont touché le SMIC derrière? Enfin, oui, il peut y avoir cet effet-là. Alors, ça veut dire que, évidemment, si vous augmentez le SMIC, vous avez la contrainte que si le SMIC est vraiment, en gros, un prix plancher vraiment qui est contraignant pour l'entreprise. Hein. Le fait de l'augmenter, ça fera effectivement, il y a plus de gens qui vont effectivement être payés au SMIC, quoi. Ça, c'est sûr. Donc, vous avez un tassement des salaires derrière, quoi. Ah, il y avait 2 mains là-haut, ouais, allez-y. Ouais, du coup, vous parliez d'augmenter la formation et tout ça, mais les tafs qui sont à basse productivité, ils existent de toute façon. Donc, est-ce qu'on va pas créer encore plus de bac plus 8 qui va s'appeler? Alors, tu veux répondre? Tu veux te laisser, vas-y. Non, j'ai pas de réponse directe. C'est une très bonne question. Non, mais c'est une très bonne question en fait en tant que telle. Ouais. Je peux donner un élément de réponse. Les tafs qui sont à basse productivité, est-ce que c'est une perte si on les perd, ces emplois-là? Parce qu'à un moment donné, c'est ce que montre encore une fois un des auteurs que j'apprécie beaucoup, c'est Hachimoglu, qui disait, en augmentant le SMIC, un des avantages magnifiques de la hausse du SMIC et qu'on oublie, c'est qu'on va faire disparaître tous les métiers peu qualifiants en fait. C'est ça intéressant, c'est qu'on va devoir forcer, évidemment, vous dites, ben, est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces emplois qui, en gros, ont une faible rentabilité, donc un faible salaire derrière, ben, vont disparaître par le jeu du salaire minimum, en disant, ben voilà, dorénavant, cet emploi-là, on le fera plus, en fait, parce qu'il ne rapporte plus assez, par exemple, d'accord? Il y a plein d'emplois qui ont disparu parce qu'ils ne rapportaient plus rien, par exemple. Par contre, on a créé d'autres emplois ailleurs qui rapportent beaucoup plus, et tant mieux, en fait. C'est ce qu'on appelle la thèse du déversement, hein. Il y a des emplois qui ont disparu au profit d'autres. Par contre, il faut accompagner ce changement-là, je suis d'accord, là-dessus, il faut vraiment le faire, et je pense, personnellement, que c'est pas un tort de faire disparaître les mauvais emplois. Au contraire, c'est même mieux. Dire, voilà. Mais par contre, faisons en sorte que ceux qui vont perdre leur emploi
on puisse les prendre, les accompagner et les emmener vers de meilleurs emplois. Mais du coup, faire disparaître ces emplois, c'est quoi? C'est via, je sais pas, des machines? Ah ben c'est le marché. Mais en fait, concrètement, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que quand vous augmentez le salaire minimum, un des effets sur le chômage qui peut apparaître, c'est le fait que derrière, vous allez procéder à ce qu'on appelle de la substitution capital-travail. C'est-à-dire que vous allez en fait enlever votre travailleur, vous allez le remplacer par une machine, ou enlever 10 travailleurs, remplacer par une machine, quoi. D'accord ? Et concrètement, quand vous prenez le travail peu qualifié, salut Francis, le travail peu qualifié, eh bien, c'est fortement substituable, le travail peu qualifié aux machines. C'est pour ça que, quelque part, vouloir conserver ces emplois, d'une part, c'est pas pérenne, ils sont voués à disparaître avec le temps. Donc, vaut mieux l'accompagner, l'anticiper, faire en sorte que, avant que ça disparaisse, on ait accompagné le changement, on ait formé les gens pour qu'ils ne soient pas pris la gorge au moment où ça arrive, quoi. Parce que je ne suis pas sûr que c'est une bonne chose de conserver des emplois qui peuvent être faits par des machines et qui sont mal payés à la base s'ils sont conservés. Et que les gens ont pas envie de faire ça. Eh ben oui, d'accord. À ce titre-là, peut-être pour compléter, justement, ça c'est sans doute un des problèmes de la France. Là, j'évoquais tout à l'heure la massification scolaire et le marché du travail qui évolue pas assez vite, notamment des emplois non qualifiés, peu qualifiés qui restent. Mais ça, c'est notamment un résultat d'une subvention publique, en fait. Depuis 1993, tous les bas salaires, en fait, on a tendance à réduire les cotisations sociales. Donc ça veut dire que ça coûte un peu moins cher d'embaucher un travailleur à bas salaire, parce qu'en plus, je paye des cotisations sociales qui sont un peu plus faibles. Donc une partie des emplois peu qualifiés qu'on a en France, c'est le résultat de 30 ans en gros de politique publique qui consiste à dire qu'il faut les maintenir dans la société française. Donc ce qui peut créer d'ailleurs tout un ensemble de mal-être qu'on a évoqué tout à l'heure et qui aide pas en fait à comme on dit, la réallocation sectorielle. Le fait qu'on ait enfin des emplois qui soient plus qualifiés. Ce qui peut être au bénéfice de la collectivité en fait. Parce que le but, on est bien d'accord, c'est pas que la personne elle ait plus d'emploi et qu'elle disparaisse quoi. C'est qu'on la mette ailleurs, à un endroit où elle sera mieux, on puisse gagner collectivement quoi. Il y avait une question, je crois, juste devant. Je suis étonné que vous n'ayez pas du tout parlé de la mondialisation, du libre-échange et du coup du protectionnisme aussi. Voilà, plein de concepts qu'on peut... Ça vient vite, mais on va essayer de synthétiser. Donc effectivement, la mondialisation, c'est une des raisons aussi pour lesquelles on a souvent invoqué le SMIC comme une source de chômage. En gros, la fameuse concurrence des pays à bas salaire font que derrière, au lieu de produire chez nous, on produit à l'extérieur. D'accord, ça c'était un argument qui était souvent avancé, et donc ça détruit les emplois chez nous. On connaît tous l'idée que on monte une entreprise, je sais pas, dans les pays de l'Est, parce que le SMIC est nettement inférieur au SMIC français, quoi. Alors, c'est un fait, on a observé ça, mais en même temps on observe beaucoup ce qu'on appelle les IDE. La France est une terre qui accueille pas mal d'IDE. C'est d'ailleurs en Europe, les investissements directs étrangers. C'est des étrangers qui viennent produire en France, en fait, qui achètent des usines, enfin qui mettent en place on va dire des usines en France et puis qui produisent. C'est schématique, mais on peut dire ça comme ça, grosso modo. D'accord, c'est Sony. L'usine Huawei. Huawei, c'est Sony qui vient, par exemple, etc. C'est Microsoft qui s'installe, Ricoh, etc. Et donc, voilà, pardon. Et donc, du coup, quand vous voyez ça, effectivement, on peut se dire que si c'est un des arguments forts, si vous mettez un salaire minimum, ça veut dire que les pays à bas salaire vont concurrencer les pays à haut salaire, et que si on empêche les bas salaires de diminuer, on va créer du chômage. Et l'argument qui a été mis en avant, par exemple, c'est l'exemple de General Motors, qui aux États-Unis avait dit, ils avaient demandé aux ouvriers de GM, écoutez, si vous voulez continuer à travailler chez nous, si vous voulez pas qu'on délocalise au Mexique, il va falloir que vous acceptiez des baisses de salaire. Voilà, typiquement. Et donc ils ont accepté des baisses de salaire pour éviter cela. Alors je suis pas sûr qu'ils soient contents, mais ça s'est observé. Alors c'est un argument qui peut être pris en compte, cette mondialisation, c'est vrai. Alors déjà, il faut comprendre que ça va toucher ce qu'on appelle les emplois non protégés, c'est-à-dire les emplois ouverts à la concurrence. En clair, si votre coiffeur coûte plus cher en France qu'en Roumanie, au moins un coiffeur c'est pas très bon, mais ceux qui vont chez le coiffeur, vous n'allez pas dire tiens c'est moins cher en Roumanie, je vais aller en Roumanie me faire coiffer quoi, parce que ça s'appelle les emplois protégés. Mais c'est vrai qu'une partie de nos emplois ont disparu. On fait bien référence à l'effondrement du secteur industriel en France, d'accord ? Donc plutôt la production que les services, par exemple. Voilà, la production est chez nous a disparu. Ce qui n'est pas le cas en Allemagne, par exemple. Ce qui n'est pas le cas en Allemagne, par exemple. D'accord ? Donc oui, ça c'est un phénomène intéressant tel qu'on peut l'imaginer. Après, le protectionnisme, très honnêtement, mon sentiment, le protectionnisme, je suis assez défavorable pour une raison très simple, c'est que le protectionnisme, les premiers à en souffrir, ce seront les bas salaires. Ça, souvent, on ne le voit pas.
Je vais reprendre l'exemple de Trump à l'époque, où Trump a voulu mettre en place une politique protectionniste. On a oublié de dire que, par exemple, quand elle a mis en place sa politique protectionniste, qui a fait les frais de ce protectionnisme-là? Par exemple, quand il a fermé un peu les frontières sur le bois avec les Canadiens, le bois qui venait du Canada coûtait beaucoup plus cher, parce que les États-Unis ne pouvaient pas fournir assez de bois. Donc ils importaient du bois du Canada. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans les maisons, où il y a une grosse partie qui est en bois, le prix des maisons a explosé. Et ceux qui avaient des bas salaires, eux, ont été les premières victimes, en fait, de ces hausses de prix. Vous voyez, donc, penser que le protectionnisme, c'est une solution, j'y crois pas trop, parce qu'il y a d'autres effets pervers du protectionnisme, quoi. Sauf si c'est pour défendre une industrie dans l'enfance, dire on veut développer tel secteur, je sais pas, imaginons que demain nous souhaitons développer, par exemple, l'hydrogène ou concurrencer Tesla, on dit on va essayer de protéger ce secteur-là pour que nous soyons ensuite concurrents avec les autres et dans de bonnes conditions. Mais de prime abord, je ne suis pas convaincu que c'est une bonne solution que le protectionnisme par rapport à ça, en tout cas pour sauver des emplois. Je crois qu'il y avait encore une main qui s'était levée dans le fond entre temps. Ouais, c'est ça, ouais. Allez-y. Oui, donc vous parlez de hausse de productivité, c'est bien, mais dans le moment où vous surmontez, on parle beaucoup d'écologie, c'est pas forcément viable. Du coup, vous parlez Pardon, je suis désolé, j'ai vraiment pas entendu la question. En gros, vous parlez de hausse de la productivité comme la seule manière. Sauf qu'on parle beaucoup d'écologie quand même en ce moment, et augmenter la productivité, c'est pas forcément viable par rapport aux ressources limitées. Donc, en quoi c'est... Justement, je pense que justement... Alors, je sais pas, tu veux répondre toi? Tu veux donner une élément de réponse par rapport à ça? En fait, en tant que tel, la réponse la plus simple, c'est ça dépend. Parce que c'est la productivité de quoi? D'accord? De quel type de secteur? Voilà. Et en tant que tel, justement, on peut très bien aussi subventionner la création d'emplois qui sont des emplois entre guillemets verts. Et qui serait plus productif, mais vert entre guillemets, parce que c'est compliqué à mesurer, qu'est-ce que ça veut dire exactement, comment ça se voit. Mais la productivité, au contraire, c'est d'ailleurs une des choses écologiques qu'on fait dans l'échelle de l'humanité. Parce que être productif, ça veut dire quoi? C'est être capable de produire plus avec moins de moyens, avec moins de ressources. Après, tout dépend sur quoi on le fait. Et avec le risque aussi que quand on est plus productif, on se retrouve finalement à produire plus, consommer plus que ce qu'on faisait au départ. C'est l'effet rebond. C'est l'effet rebond, exactement. On consomme moins sur quelque chose et on va consommer plus d'autres choses. Voilà, par exemple. Donc, mais ça, c'est toujours pareil, ça va dépendre de où est-ce que je vais voir les gains de productivité, quels sont les emplois qui sont créés. Et ça, c'est peut-être d'autres questions, mais c'est des questions finalement peut-être de pilotage industriel d'une économie, de guidage des ressources vers tel secteur plutôt qu'un autre. Et soit on laisse des mécanismes de marché faire croître certains secteurs, disparaître d'autres. Donc la réallocation sectorielle dont on parlait, elle est faite en fonction de là où on peut gagner du pognon, là où on peut en perdre. Ou alors elle va être guidée par des pouvoirs publics et c'est une autre manière de faire. Mais ça c'est plus large que simplement la question du SMIC, du chômage et... c'est vraiment une question finalement de direction de la société, qui est derrière. Sur les 20 ans qui viennent, qu'est-ce qu'on veut voir comme type d'économie et lesquels on ne veut pas voir en fait? Moi j'ai l'impression que vous parliez plutôt de productivité, donc de rythme de travail. Peut-être que vous parliez plus de production et de consommation de ressources pour produire. Voilà, je pense qu'il y a une confusion entre productivisme, peut-être dans l'agriculture, par exemple la production intensive, par exemple, on produit trop ou trop mal avec les engrais, etc. Je pensais à ça peut-être, on produit beaucoup plus aujourd'hui qu'on ne produisait il y a 10 ans. Parce que la productivité, je suis pas sûr qu'elle soit antinomique par rapport à l'écologie, au contraire quoi. Et d'ailleurs, ça va être encore bizarre, mais moi je suis économiste, je ne suis qu'économiste, et je ne crois qu'en une chose, je crois que l'incitation ne vient que par l'argent en fait. Excusez-moi, c'est peut-être difficile à entendre, mais je pense que par exemple, on devient écologiste quand il faut payer, bizarrement. Bizarrement, on découvre, tiens, si demain l'essence est à 8 €, ne tombez pas. Si demain l'essence est à 8 €, bizarrement on dira, on pollue beaucoup en roulant. Oui, enfin, surtout t'as plus d'argent en fait. C'est ça le problème. Et donc du coup, c'est un peu ça l'idée. Et vous voyez, quand on a commencé à mettre en place le tri, par exemple, dans les déchets, etc., au départ, personne ne faisait. Quand tout d'un coup, les déchetteries, on dit, non, on va rendre payant si jamais vous le faites pas, tout d'un coup, on se découvre un cœur écologique. On dit, tiens, oui, c'est quand même bien pour la planète. Oui, maintenant c'est bien pour la planète, mais avant c'était bien aussi en fait. Vous voyez, ça, les gens avaient un peu de mal. Et donc du coup, quand on fait des gains de productivité, ce que je veux dire, c'est que ça permet de dégager des moyens. D'accord? Des moyens. C'est ça le but de la productivité. La première raison de la productivité, c'est de baisser les coûts. C'est ça l'idée. L'innovation, elle sert à ça, en fait. Et quand ces coûts baissent, c'est ce qu'on a observé. Pourquoi le secteur des services s'est développé? Encore une fois, on fait référence à Sauvy, Clark et toutes les théories du déversement. Pourquoi on a beaucoup de services aujourd'hui? Parce que, finalement, on a fait d'énormes gains de productivité dans l'industrie. Ces gains-là ont permis de dégager du pouvoir d'achat pour acheter autre chose. D'accord? Il y a 40 ans,
on ne se faisait pas livrer une pizza, par exemple. C'était pas possible. Ça coûtait trop cher, une livraison. C'était l'élite qui se faisait livrer. Aujourd'hui, c'est devenu standard de se faire livrer une pizza. D'accord? Parce qu'on a pu dégager des moyens ailleurs. Et ce que je veux dire derrière par ça... C'est pas toujours au gain du travailleur. Ah non, les gens des livreurs... non, je dis simplement qu'on a développé des services par ailleurs. Et je pense que si on veut mettre de l'argent dans l'écologie, et je pense que c'est fondamental, au contraire, il faut faire preuve d'énormément de gains de productivité pour faire ça. Parce que si on veut attirer vers l'écologie, aujourd'hui l'écologie est chère, parce que peut-être pas assez productive, d'accord? Le bio est cher, peut-être parce que pas assez productif. Et donc il faut développer de la productivité là-dedans, pour qu'on soit encore plus écologiste que prévu, parce que je pense que quand les gens verront qu'ils paieront moins cher l'électricité parce que ils ont du photovoltaïque qui coûte pas très cher, bah, ils se tourneront vers le photovoltaïque plutôt que l'énergie nucléaire, par exemple. Voilà. Donc je pense que la productivité, pour moi, elle est importante à ce niveau-là. Une dernière question. Oui, allez-y, on continue. Allez-y. Ah, mais il y a là aussi. Hein. Allez-y. Je me posais la question de SMIC et bien-être au travail. Est-ce que d'augmenter le SMIC contribuer au bien-être au travail? Je pense à l'aide-soignante dans la maison de retraite. Ils étaient 4, et puis on va leur dire le SMIC a augmenté, donc vous serez 2. Vous allez avoir 40 patients au lieu de 20. Et donc comment elle sort de son boulot à la fin de la journée avec un salaire un peu plus important, mais... En fait, vous avez répondu à la question. Tout dépend de l'ajustement, en fait. C'est si derrière on réorganise la production en alourdissant les conditions de travail, oui c'est sûr, ça peut être en fait néfaste pour les individus d'avoir un SMIC qui est en hausse. Sur cet aspect-là, bien-être au travail. Mais, actuellement on parle quand même beaucoup de burn-out, tous les niveaux de qualification. Est-ce que justement il y a des études qui peuvent mettre un lien entre alors, SMIC et burn-out? Alors pas SMIC et burn-out, enfin entre bien-être au travail. Alors SMIC et burn-out, je suis pas sûr. SMIC et burn-out, j'ai rien trouvé en SMIC et burn-out. Par contre, ce qu'on a observé en France, pour être de plus en plus aujourd'hui, on regarde aussi un nouvel indicateur du marché du travail, qui est la qualité au travail. D'accord? Et ça devient très à la mode en fait. L'OCDE, alors l'OCDE, ils sont pas réputés pour être, ils sont plutôt très libéraux en fait. Hein. C'est des gens très libéraux, concurrents, etc. Bah, en fait, la France se situe pas mal par rapport à ça. Je veux dire, on est plutôt bien loti en France en termes de qualité de vie au travail. Et parmi les arguments, évidemment, il y a les salaires, quoi. Et donc la protection du travailleur, etc. C'est des choses qui ont fait qu'effectivement, on améliore grandement la qualité au travail. Et ça a un effet sur la fameuse productivité. C'est-à-dire que fondamentalement, on améliore la productivité au travail. Parce que ce qui compte, encore une fois, c'est l'efficience économique. C'est-à-dire, vous dites, ouais, ils en avaient 40, ils en ont plus que 20. D'accord? Donc ils ont 2 fois moins de personnes. Prenons l'exemple très simple. Ils ont 2 fois moins de personnes. Mais s'ils produisent grâce à ça, par personne, 4 fois plus de services. Ben, finalement, c'est beaucoup plus efficace en fait. C'est-à-dire qu'on a 2 fois moins de monde, d'accord? Mais par personne, on produit beaucoup plus de services. On les encadre mieux, les personnes, en fait, on les soigne mieux. Bref, tout cet effet-là fait que, in fine, en fait, on est beaucoup plus efficace en faisant ça. Et là, le salaire plus important se comprend parfaitement, en fait, puisque finalement, en fait, vos personnes, vous occupez en quantité de moins de personnes, mais en qualité beaucoup mieux. Donc finalement, vous améliorez grâce à cela le bien-être au travail, la productivité et le salaire qui peut aller avec. J'ai été clair ou pas? Non, c'est l'inverse. Enfin, ah si. Le fait, les aides-soignantes, elles étaient 4, elles sont 2, elles s'occupent de 2 fois plus de personnes. Pardon, moi j'ai compris qu'il y avait moins. Pardon, j'avais compris le contraire. Ah non, là c'est pas bon. Là c'est pas bon. Là d'accord, là c'est le contraire. Ah oui, j'avais compris le nombre de patients par infirmière. Ah oui, là c'est pas bon. Oui. On leur a donné plus de charges de travail, mais on leur a dit ouais, mais tu gagnes 200 000. T'es mieux payé, donc. Oui. Ben là, il faut voir, alors là, ce qu'il faut voir à ce moment-là, c'est la productivité supplémentaire qui est exigée par rapport au salaire supplémentaire qui est exigé. Ouais, si vous me dites qu'il y a 2 fois plus de travail, mais qu'il y a 15% de salaire en plus, là, effectivement, il y a une perte de salaire réel, enfin une perte de salaire par rapport à la productivité. Ça, c'est pas normal. Encore une question là, c'est bien, la discussion est vive, et il y en a aussi une dans le fond, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, je commence là et on va vous voir après. Je me posais la question, est-ce que pour éviter ces effets parfois pervers sur l'augmentation de personnes employées, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt être sur une diminution du temps de travail global pour justement, avec les mêmes salaires, avec les mêmes niveaux de salaire, pour justement éviter ce changement aussi entre part du SMIC dans le salaire médian et tous ces effets pervers qu'il pourrait avoir. En fait, si vous diminuez le temps de travail à salaire constant,
concrètement, vous faites ce qu'on appelle un choc d'offre négatif. C'est-à-dire que concrètement, ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train d'augmenter le coût du travail. Oui. Vous augmentez le coût du travail. Et donc, du coup, en augmentant le coût du travail, il y a toujours des effets pervers de la hausse du coût du travail. C'est une manière détournée de le faire, mais ça reste sur la même chose. C'est-à-dire que vous augmentez indirectement le coût du travail. Et donc, vous avez des effets. Alors, sur le partage du temps de travail, je suis assez mitigé. Autant, on a critiqué beaucoup les 35 heures, enfin, c'est pas le débat ici, mais on a beaucoup critiqué les 35 heures. Le partage du temps de travail, je suis pas sûr qu'il y ait eu des effets extrêmement négatifs sur l'emploi ou extrêmement positifs. On a changé de société, on a changé de niveau de façon de penser une société, mais je suis pas sûr qu'on ait changé les niveaux d'emploi. Contrairement à tout ce qu'on peut dire, quand vous regardez les chiffres, c'est pas vraiment ce qui s'est passé, quoi. Donc voilà. Mais par contre, c'est vrai que derrière, on a augmenté au départ les coûts de manière assez brutale. Ce fameux choc d'offres, puis qu'on a compensé comment en fait? Encore une fois, c'est le mot magique, par les gains de productivité, quoi. Voilà, les gens ils travaillent moins d'heures, mais ils faisaient la même chose. Donc finalement, ça coûtait pas plus cher en fait. Ouais, allez-y là-bas. Il y avait juste une question encore par rapport à la suppression des emplois précaires, enfin des emplois peu qualifiés dont vous avez parlé. Est-ce que ça n'a pas aussi comme risque d'exclure encore un peu plus tous les travailleurs handicapés, les personnes qui n'ont pas les compétences d'avoir un emploi plus qualifié et qui vivent finalement de ces emplois peu qualifiés? À nouveau, hein, c'est toujours pareil, il y a le cadre spatio-temporel qui fait, mais c'est comment est-ce qu'on les accompagne, ces personnes-là. Hein, si on a des personnes qui perdent leur emploi parce qu'ils sont peu qualifiés et qu'après on fait rien avec eux, oui, on va les exclure. Si par le fait qu'on a des personnes qui vont perdre leur emploi peu qualifié, mais on va les accompagner, les former, les amener vers d'autres parcours, en soi c'est pas nécessairement négatif. C'est toujours pareil, le problème c'est que en tant qu'économiste, quand on réfléchit, on se dit on augmente le SMIC par exemple, ça va avoir tel effet, tel effet, tel effet. Et ça, on peut essayer de le montrer théoriquement, on peut faire des modèles, toutes choses étant égales par ailleurs, mesurer par l'économétrie ce qui va se passer, mais dans la vraie vie, ça ne l'est jamais, et donc tous les effets qui se produisent, notamment sur cette question-là de l'inclusion des personnes handicapées, ça va dépendre de tous les autres paramètres qui changent en même temps. Et là, moi, je suis pas capable de vous répondre sur déjà ce qu'on fait par rapport aux personnes handicapées sur le marché du travail, je sais pas assez. Et qu'est-ce qu'on a fait si on augmente le SMIC, je pourrais pas vous dire non plus. Mais peut-être juste pour rebondir par rapport à ce que vous dites, c'est ce que je comprends mal dans votre question, c'est est-ce qu'on les exclut pas un peu plus? Pourquoi? Ils sont pas déjà exclus? Et le fait de l'augmenter, ça changera quelque chose ou ça changera... Alors vous dites que ça peut les exclure plus, je suis pas sûr en fait. En fait, ce qui peut se passer, enfin il me semble en tout cas, qu'un moyen de réduire l'exclusion, encore une fois, c'est, alors vous allez me dire, c'est mon mot magique, c'est la productivité, parce que la productivité, elle augmente comment? Notamment grâce à l'innovation. Moi, j'espère que les innovations technologiques vont permettre d'intégrer davantage les personnes handicapées. D'accord? Parce que c'est aussi comme ça qu'on peut le voir, quoi. Parce que un des problèmes dans l'insertion des personnes handicapées, alors je connais un tout petit peu le sujet parce que pour la même raison, et du coup c'est notamment ce différentiel en disant comment on finance cela. Et là par rapport à cela, le différentiel est tel que pour moi encore une fois, le faire financer basiquement par l'entreprise, ça servira à rien, c'est utopique, c'est une chimère, l'entreprise paiera, c'est pas la peine, elle le fera pas. Encore une fois, il vaut mieux qu'à ce moment-là, il me semble en tout cas. Il y a quand même des systèmes d'incitation avec des amendes pour les grands groupes. Oui, les fameux 5%. Sinon pas de... Ouais, mais les fameux 5%, ouais. Effectivement, on le met en place, mais ça reste 5%. Et concrètement, par rapport à... Si, c'est 6%, pardon, 6%. Excusez-moi, 6%. 6% d'effectifs qui doivent être des personnes handicapées. Voilà, c'est ça. Donc ça, on vient d'exposer les chiffres là. Donc du coup, vous voyez bien que quand on est là-dessus, vous vous rendez compte qu'il y a une très grande partie des gens qui sont exclus. Comment on peut les ramener sur le marché du travail? Une des questions, c'est de passer encore une fois par la solidarité. Je crois pas qu'une entreprise fasse l'effort. Je pense que ce sera une question de solidarité nationale. C'est pour ça que je pense qu'il faut déconnecter, à mon avis, ce discours, à mon sens, de l'embauche des personnes handicapées, par exemple. Je pense qu'il faut clairement dire les choses et dire à un moment donné, voilà, il faut soutenir, aider l'économie sociale, solidaire, bref, il faut faire un maximum pour les insérer, parce que naturellement, c'est compliqué. Après, évidemment, il y a l'éducation à long terme à faire, etc. Mais il faut que ça devienne, pour moi en tout cas, quelque chose qui soit pris par nous. Voilà. Voilà, 3-4 questions. Oui, on va continuer, oui, on va prendre. Voilà, est-ce qu'on en prend peut-être plusieurs de suite et on essaye de faire des réponses et comme ça on essaye après de passer à notre idée reçue tout de même. On va faire comme ça, 1, 2, 3. Et allez-y là, vous monsieur, je crois. Merci. Non, Francesco, il y a un point par rapport à la question sur le partage du travail. Ok, je peux dire qu'évidemment, ça va augmenter le coût si on va dans le sens d'une réduction du temps de travail. Mais par rapport à la discussion que vous aviez avant,
sur productivité et productivisme, dans le sens de vouloir réduire le productivisme. Nos sociétés l'ont publié, c'est productivisme, consumérisme. Ça peut être tout à fait une opportunité parce que ça ouvre aussi d'autres champs d'activité, d'autres manières de vivre et de produire. Et je me permettrai, malheureusement, je n'ai pas pu assister au débat, je suis un peu tard, mais c'est par rapport à la question que vous l'aviez soulevée, qui est en ce moment de travail, c'est par rapport au... Le sujet, c'est quoi exactement de la rencontre sur le SMIC? Le SMIC, la hausse du SMIC, c'est chic. La hausse du SMIC, c'est chic. Mais moi, ça me pose une question en ce moment, surtout dans le contexte social où on est, et par rapport au fait qu'on est dans un monde d'un régime climatique, du régime climatique et de l'anthropocène, c'est, pour nous, économistes, tu vois, le pouvoir d'achat. Ce terme, le pouvoir d'achat. Donc le pouvoir d'acheter. Alors le pouvoir d'acheter quoi et le pouvoir d'acheter comment? Attends, ta question, est-ce que ça viendra après en fait? C'est bon. Des idées reçues. Mais merci pour les idées reçues. Non mais garde-la pour toi. Garde-la pour toi. Sur le temps de travail, tu serais d'accord? On réduit on augmente la productivité, c'est ça que tu veux dire? Non, mais que tu as raison, ça augmente les coûts, mais de l'autre, c'est aussi une manière de réduire le productivisme dans nos sociétés. Ah, peut-être, bien sûr. Moins économique, peut-être plus sociologue. C'est clair. Je crois qu'il y en avait encore tour des questions, une là, ouais. Est-ce qu'on peut considérer que certaines politiques qui aimeraient réduire le chômage, est-ce que pour certaines politiques, réduire le chômage amènerait à ne pas augmenter le SMIC? Parce que du coup, si on n'augmente pas le SMIC, mais que l'entreprise continue à être de plus en plus productive, parce que l'État est bien, et du coup, de bonnes personnes peuvent être salariées, donc du coup, ça contribue à une diminution du chômage, mais sans augmenter le SMIC. Est-ce que certaines politiques considèrent ça bien ou pas? Ok, deuxième question, comme ça on... Ouais, c'est quoi l'habitude d'avoir des classes, ouais. Je crois qu'il y avait une tout au fond, ouais. En fait, vous avez dit qu'il faut augmenter la production pour avoir plus de profit et pour un peu rentabiliser la hausse du SMIC. Dans le cas des bonnes obsolètes, ouais. Oui, mais est-ce que du coup il faut que la demande suive ou pas? Ouais, bien sûr. Et si la demande ne suit pas? Alors, allez-y, autre question. Moi j'ai, pardon, je parle beaucoup. Non, c'est pas grave. Il y a une question que je me pose aussi, vous avez comparé l'augmentation des salaires et l'augmentation des prix. Il y a un truc dont vous n'avez pas parlé, c'est la rémunération du capital par rapport à l'organisation du travail. Vous avez parlé de l'innovation. Ces dernières décennies, on a aussi énormément augmenté la productivité grâce à l'innovation. Grâce à quoi on a de l'innovation? Grâce à la fois à la science fondamentale qui est financée par le public et à la science appliquée où on a finalement une privatisation des profits et alors qu'on a une publicisation des dépenses. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer aussi qu'il y ait une rétribution collective de l'innovation en considérant que la connaissance, la science et tout ce qui permet d'améliorer la productivité et la richesse n'aille pas que autant, en tout cas, dans la poche des actionnaires et des gens qui ont du capital, mais aussi soit communalisé? Là, on sort, enfin, je pense qu'on sort un tout petit peu du cadre par rapport à la question du salaire. Mais on peut y répondre, c'est pas un souci. Tu commences. Non, mais on pourra sinon relier ça à la question des inégalités du SMIC, non? Peut-être avec les inégalités, peut-être on pourra revenir là-dessus. Parce que c'est effectivement une question qui est derrière, c'est celle du partage de la valeur ajoutée. C'est ça. Donc en fait, on pourra en parler après quand on parle d'inégalité. C'est ça. Il y avait quoi? Et sur la question des politiques, en gros, c'est les politiques au sens quelle politique on met en place pour lutter contre le chômage ou quelle personne pense qu'il ne faut pas augmenter le SMIC? Mais si certaines personnes pensent ça. Qu'il ne faut pas augmenter le SMIC? C'est très simple, vous prenez les programmes politiques de 2022, on est en 2022, et vous regardez ceux qui disaient qu'il fallait augmenter le SMIC et ceux qui disaient qu'il ne fallait pas l'augmenter. Ça vous donne rapidement différentes orientations de gestion des économies. Il ne faut pas l'augmenter, c'est pour réduire le chômage. C'est ça. En fait, globalement, je pense que globalement, aucun homme politique a envie de faire du mal à la société française. C'est juste qu'ils n'ont pas la même manière de voir le monde, quoi. D'accord. Je pense, après. Ils n'ont pas du tout la même manière de concevoir ce que c'est qu'une société, quels sont les individus qu'on a, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important. Puis les moyens d'y arriver aussi. Et les moyens d'y arriver, etc. Baisser les cotisations, par exemple. Voilà. On ne croit pas forcément aux mêmes choses, donc on n'a pas envie de mettre en place les mêmes choses. Après, c'est vrai que c'est compliqué parce que, alors pour en revenir justement à la loi des débouchés, ça va peut-être répondre en même temps à votre question. C'est la question sur l'offre, c'est ça? C'est sur l'offre et la demande, ouais. La loi des débouchés, donc, en théorie, quand vous regardez ça, souvent, en fait, une entreprise, elle voit par son prisme à elle, qui est de dire si moi j'augmente dans mon entreprise le salaire,
ça va me coûter cher à moi, quoi. Mais sauf qu'elle se rend pas compte que peut-être que par un effet corné, si tout le monde commence à augmenter les salaires, finalement ça va lui revenir cette hausse des salaires. Vous voyez, alors ça fait penser, je sais pas, donc vous vouliez parler de débouchés, le fameux effet Ford, je sais pas si ça vous parle, ça, l'effet Ford, quand Ford a construit la Ford T, il a décidé, il payait ses travailleurs $5 par jour, le fameux $5 days. Quand tout le monde payait $2,50, lui payait le double, ses travailleurs. Son argument, c'est de dire, de toute façon, je ne perds pas d'argent. Les gens qui vont, comme mes ouvriers vont être plus riches, ils vont m'acheter une Ford T, donc ça va me revenir en fait chez moi, quoi. Donc il a créé plein de choses, salaire d'efficience, bref, il y a toute une théorie derrière, mais surtout il a alimenté sa propre demande, quoi. Donc c'est pour ça que normalement, quand les salaires commencent à augmenter, les débouchés suivent derrière, parce que normalement les gens consomment derrière, etc. Une des grandes questions, c'est est-ce que ça ne va pas déboucher sur l'extérieur, les achats de biens d'importation, etc. Ça c'est un des problèmes, quoi, d'accord ? Mais pour l'instant, du point de vue de l'employeur, en fait, lui, ce qu'il essaie de faire, c'est davantage accroître sa production, parce qu'on n'oublie pas qu'il est en monopsone derrière, pour faire en sorte que si tout le monde paye plus, normalement, derrière, les débouchés devraient suivre, parce que ça s'alimente par rapport à la demande. C'est un des arguments, en tout cas, qui est avancé. Du coup, l'effet Ford est suffisant ? Du coup ? C'est suffisant, cet effet Ford ? Non, alors là c'était un exemple de l'effet Ford parce que parce qu'à l'époque il n'y avait pas de voiture japonaise ou de voiture européenne. Non, mais c'est de dire. En fait, l'idée en tout cas derrière, c'est que si vous augmentez votre niveau de production, normalement, vous augmentez les revenus que vous distribuez globalement. Et donc ça alimente grosso modo votre demande, hein, et c'est ce qui permet de générer vos débouchés derrière. Pas seulement pour votre entreprise, mais globalement à un niveau macroéconomique, quoi. Mais si on augmente. Vous avez compris ou pas ? Ouais, c'est bon, ça fatigue. C'est bon, ça fait. Ouais, c'est bon. Ça va. Alors je vous propose, on avait encore 2 idées reçues, peut-être juste d'inverser l'ordre, parce qu'on a un petit peu déjà parlé de pouvoir d'achat, alors je sais qu'il y avait une question, donc on essaiera d'en reparler encore avant la fin de la conférence. Mais on avait une autre idée reçue qui était le SMIC est un instrument de lutte contre les inégalités, et je pensais que ce serait bien qu'on puisse parler de... J'ai peur qu'on manque de temps en fin de séance, si jamais. Donc je vous propose qu'on fasse celle-là, et après on reparlera peut-être pouvoir d'achat, soit via les questions, soit avec la dernière idée reçue, mais qu'on aborde celle-là. Avec peut-être inégalité et pauvreté, qui sont peut-être 2 choses que vous voulez un petit peu préciser. Ouais, très bien. Je commence peut-être d'abord la question des inégalités. Alors, simplement le point de départ qu'il faut avoir en tête, c'est le gros souci qu'on a quand on parle des inégalités en France, c'est que c'est un mot qu'on balance comme ça, mais qui veut strictement rien dire, parce que lutter contre les inégalités, je ne sais pas ce que ça signifie. Moi, je sais globalement ce que ça signifie quand je précise 2 choses. C'est une égalité de quoi, quelle ressource est rare et entre qui et qui. D'accord. Sinon, je ne sais pas contre quoi je lutte. D'accord. Parce que l'inégalité peut y en avoir entre les femmes et les hommes, entre je sais pas, les riches, les pauvres, entre les Français, les non-Français. Et par rapport à quoi ? Par rapport à plein de trucs. L'emploi, le fait d'avoir un logement, le fait d'avoir un revenu, etc., etc. Donc si on prend maintenant le cas du SMIC, le SMIC au départ c'est un salaire, donc augmenter le SMIC, la première question qu'on peut se poser c'est est-ce que ça va réduire les inégalités de salaire entre les travailleurs ? C'est le premier machin qu'on peut imaginer. Par exemple l'exemple du SMIC à 4 000 €, quasiment tout le monde est à 4 000 € donc il y a presque plus d'inégalité. Voilà, on pourrait se dire. C'est ça, donc en fait en gros l'idée c'est quoi ? C'est que si vous augmentez en fait en l'occurrence le SMIC, et il y avait des questions tout à l'heure là-dessus, si vous augmentez le SMIC, en gros est-ce que tout le monde va être payé au SMIC ? Oui et non. Ce qui va se passer, en gros, on peut l'imaginer comme ça, c'est que vous avez un accordéon face à vous, ça c'est la distribution des salaires. Un côté du salaire, c'est ceux qui ont des bas salaires, l'autre côté l'autre côté de l'accordéon, c'est les hauts salaires. Si je compresse mon accordéon vers le milieu, en augmentant mon SMIC, forcément, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais avoir plein d'individus, en principe, qui vont être collés ici. Sauf qu'il y a aussi l'accordéon se déforme. Et ce qu'on voit généralement statistiquement, c'est que quand vous augmentez le SMIC, ce qui se passe, c'est que dans les grilles salariales dans les entreprises, on va augmenter un petit peu tout le monde. Donc ça va faire un petit effet comme ça de glissement, quoi. Donc, mais l'important c'est quoi ? C'est que maintenant, qu'est-ce que je vais avoir ? C'est que comme je suis en train de compresser mon accordéon, je peux bien réduire les inégalités de salaire entre les personnes qui ont un emploi. Mais bien sûr, ça c'est toute chose étant égale par ailleurs. Quels sont les 2 effets qui peuvent s'enclencher ? D'une part, peut-être que les employeurs vont se dire « Ok, je dois payer chaque travailleur un peu plus, mais je vais le faire bosser moins d'heures. » Donc le travailleur... Il va bosser moins d'heures de travail dans la semaine. S'il a un SMIC horaire. S'il a un SMIC horaire. C'est le SMIC horaire qu'on augmente, c'est que le SMIC horaire. C'est la loi, d'accord, qui dit tu dois payer tant par heure. Par contre, je t'oblige pas à l'embaucher pendant 20 heures, ou 25, ou 35. Ça, c'est toi qui vois. Donc, en termes de salaire horaire, je peux effectivement réduire les inégalités de salaire horaire entre les travailleurs quand j'augmente le SMIC. Sauf que maintenant, si je prends le salaire total, le problème, c'est que je vais peut-être avoir des individus qui vont avoir un nombre d'heures de travail qui va diminuer.
Donc ce qui se passe, c'est que chaque heure de travail rapporte plus, mais comme je fais moins d'heures qu'au départ, je vais peut-être gagner moins. Ça, c'était notamment vu à Seattle, il y avait des enquêtes sur le sujet de Jardim, où en fait on voyait que certes j'augmentais le SMIC, donc le salaire horaire augmentait, mais les individus avaient moins d'heures de travail dans la semaine, donc finalement ils étaient plus pauvres après la hausse du SMIC qu'avant, d'accord ? Parce qu'on avait réduit des heures. Donc est-ce que ça peut réduire les inégalités de salaire ? Oui, sauf s'il y a trop d'ajustements horaires. Puis après l'autre truc qui est derrière, c'est que maintenant le salaire c'est quoi ? C'est une composante du revenu. Donc est-ce qu'augmenter le salaire, le SMIC, ça permet de lutter contre les inégalités de revenus ? Le problème, c'est que si vous compressez les salaires, certes, les salariés vont être moins inégaux entre eux, à temps de travail identique. Mais s'il y a des personnes qui perdent leur emploi, qu'est-ce qui va se passer ? Maintenant, j'ai des personnes qui, en termes de revenus, sont passées d'un salaire peut-être faible à rien. Donc les inégalités entre eux vont être encore plus grandes qu'auparavant. Ça va dépendre comment le marché du travail s'ajuste. Et donc en tant que tel, si j'augmente le SMIC en me disant je vais lutter contre les inégalités, en fait ça dépend de tous les mécanismes qui s'enclenchent derrière. Est-ce que le temps de travail s'ajuste beaucoup, pas beaucoup ? D'accord ? Est-ce que l'emploi s'ajuste beaucoup, pas beaucoup ? Ça je sais pas, ça va dépendre à chaque fois du contexte spatio-temporel. Qu'est-ce que je fais comme accompagnement de la hausse du SMIC ? Est-ce que j'aide à la croissance de la productivité ou pas ? Est-ce que j'accompagne ceux qui vont peut-être perdre leur emploi à retrouver un emploi plus productif ? Ça va dépendre. Donc en soi, c'est pas un instrument direct pour lutter contre les inégalités. D'accord ? Ça va être compliqué, quoi. Et sans doute qu'on en a d'autres qui vont être utiles, mais qui vont accompagner cette hausse du SMIC. Par contre, pour compléter, ça, ce que je viens de vous raconter, là, c'est sur cette question des inégalités, c'est, donc j'ai dit entre qui et qui, entre, en gros, les personnes, entre l'ensemble des personnes dans la société, d'abord entre les salariés en matière de salaire, ensuite tous ceux qui sont dans la société en matière de revenus. Sauf que maintenant, si je regarde les revenus, j'ai dit on peut gagner des salaires, c'est une source du revenu, mais il y en a d'autres. Les deux autres sources de revenus, si on fait vite, c'est les revenus du capital et c'est les revenus de transfert. D'accord ? C'est les deux autres choses qui procurent des revenus aux individus si on va très vite. Les transferts qui sont soit privés, soit publics. Public, c'est l'État et d'autres collectivités qui vont vous fournir des revenus. Ou alors c'est des transferts privés, c'est vos parents, vos grands-parents qui vous assurent une subsistance. Bref, ceux-là on les oublie. C'est-à-dire soit un héritage ou les... Non, c'est des revenus, donc c'est tous les mois, d'accord. Alors que l'héritage, c'est du stock, d'un coup vous avez 100 000 en plus, ou 80 000 en plus, ou 25 millions en plus. C'est de l'argent de poche, quoi. Là, c'est vraiment le côté mensuel qui compte quand on parle de revenus. Les transferts publics, vous pensiez plus, je pense, c'est des allocations chômage, allocations familiales, la pension de retraite, qui sont des revenus que vous percevez, prime d'activité, etc., qui sont des revenus qui font partie de ce qu'on gagne tous les mois, ou toutes les semaines, tout dépend de la période de mesure, en fait, ça c'est pareil. Et en fait, en tant que tel, maintenant, quand vous augmentez le SMIC, sans doute que ça peut jouer sur quelque chose, c'est les gains du travailleur par rapport aux gains de celui qui gère le travail, à savoir le capitaliste, d'accord ? Donc celui qui, lui, va gérer l'entreprise et qui, quand lui se rémunère, il va pas forcément se verser un salaire, il va d'abord se verser un dividende. Donc la question, concrètement, c'est comment ça peut jouer sur le partage de la valeur ajoutée. Et en tant que tel, c'est compliqué parce que le partage de la valeur ajoutée, c'est la question de l'égalité des revenus. On peut quand même se dire que ça a un effet. Il y a des travaux aussi qui ont été faits, en l'occurrence aux États-Unis. C'est des travaux de Autor, qui est un auteur important sur le marché du travail en économie. Et lui, en fait, il s'est posé la question, concrètement, aux États-Unis, depuis les années 80, le SMIC a quasiment pas augmenté. Donc qu'est-ce que le fait de ne pas avoir augmenté le SMIC, ça a provoqué en matière d'inégalité ? On sait qu'en France, nous, on a un pays où les inégalités, elles n'ont pas vraiment augmenté depuis les années 80. Ça a un tout petit peu augmenté. Je ne suis pas en train de dire que ça n'a pas augmenté, mais quand je compare à d'autres pays, notamment les pays anglo-saxons, il n'y a pas beaucoup de différence. Il y en a une, mais pas beaucoup. Les pays anglo-saxons, notamment les États-Unis, les inégalités ont largement augmenté. Ce que gagnent les plus pauvres par rapport aux plus riches, les écarts sont devenus très importants. Et en gros, ce que dit Autor, parmi tous les facteurs qui expliquent ça, il y a notamment des facteurs qui relèvent de la non-valorisation du SMIC au niveau fédéral. Et en gros, cette non-valorisation du SMIC, ça contribue globalement à 1/3 à la moitié de la hausse des inégalités dans le pays, de revenus entre les personnes. Donc sans doute que derrière se jouent aussi des questions de partage de la richesse qui est produite, d'accord, quand vous augmentez le SMIC. Mais ça, à nouveau, c'est le cadre anglo-saxon, avec aussi un type particulier de redistribution qui sont derrière. Parce que nous, en France, globalement, on a un SMIC qui a beaucoup augmenté, mais on a aussi des revenus de transfert qui restent très importants. Donc nous, on n'a pas beaucoup d'augmentation des inégalités de revenus, parce que peut-être le SMIC a joué, mais il y a aussi d'autres choses qui jouent. Mais en tant que tel, en soi, c'est pas automatiquement un outil. Ça va dépendre de pas mal de variables qui l'accompagnent. Tout ce qu'il y a autour, quoi. Tout ce qu'il y a autour, quoi.
Pour compléter, peut-être. Alors peut-être pour compléter, tu as tout dit. Hein. Non, j'ai pas alors si peut-être... la pauvreté. Oui, la pauvreté, puis encore un petit point sur les inégalités. C'est vrai que les questions relatives au lien salaire minimum inégalité, alors il y a eu des études qui ont été faites quand même là-dessus un petit peu. Et par exemple, notamment aux États-Unis, en fait, on s'est beaucoup intéressé à l'impact du salaire minimum sur les inégalités. Qu'est-ce qu'on a noté? Finalement, là aussi, il n'y a pas vraiment de résultats clairs. On n'est pas convaincu qu'il y a eu moins d'inégalités suite à certaines variations du salaire minimum aux États-Unis. Alors, ce qu'on a réussi à expliquer par contre, peut-être quand on rentre un peu plus dans les statistiques, on a vu que par exemple, les inégalités de salaire qui s'observaient chez les hommes s'expliquaient, enfin, un quart de ces inégalités qu'on observait chez les hommes pouvaient s'expliquer par le SMIC. Parce qu'il y avait un salaire minimum trop bas, et donc du coup, ça expliquait un quart des inégalités entre les hauts salaires et les bas salaires chez les hommes. Chez les femmes, c'est 75%. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous augmentez le salaire minimum, ça contribue à plutôt réduire les inégalités chez les femmes que chez les hommes. Parce qu'on a observé ça aux États-Unis, par exemple. C'est une chose qu'on a observée. Après, globalement, quand on parle d'inégalité, alors vous savez comment on mesure les inégalités, hein, c'est ce qu'on appelle le rapport interdécile très souvent. Donc vous prenez les 10% les mieux payés dans un pays par rapport aux 10% les moins bien payés dans un pays. Hein. Souvent, quand je pose la question à mes étudiants, ils disent ouais, ce rapport des 10% les mieux payés par rapport aux 10% les moins bien payés, c'est 100, c'est 1000, on pense à Neymar, à Mbappé, etc. Je dis oui, non, vous emballez pas, d'accord, on n'est pas aussi loin, hein, on est grosso modo avant les transferts sociaux, entre 7,5 et 8, grosso modo, en France. Après transferts sociaux, on tombe à 3,5, 3,8. Vous voyez que les transferts sociaux, en fait, et les taxes permettent de réduire, de compresser un peu plus les inégalités, d'accord? Mais elles existent toujours, d'accord? Et c'est vrai qu'on a en tête l'idée que quand vous augmentez le SMIC, bah, ça va réduire les inégalités, quoi. Bah, en fait, effectivement, il y a un tassement des salaires dans le bas, en fait. Ce qui se passe, cet effet d'accordéon fait qu'on va tasser en bas. En gros, les effets du SMIC, ils se transmettent, il y a un effet pratiquement automatique à travers les négociations collectives, notamment en France, jusqu'à peu près 2,5 fois le SMIC. Voilà, au-delà, ça joue plus beaucoup, d'accord? Donc en gros, quand on augmente le SMIC, je suis pas sûr que Xavier Niel va augmenter son revenu, d'accord? Le patron de Free, par exemple, voilà, par exemple, quoi, ou le patron de chez Total qui va augmenter son salaire parce qu'il dit le SMIC a augmenté. Par contre, ceux qui gagnent 1003, 1004, ils voient le SMIC qui se rapproche d'eux. Voilà, ils se rapprochent, tiens, je suis à 5 millions, j'ai passé à 6 millions, 7 millions, parce que mon salaire minimum se rapproche. Donc je ne crois pas que ce soit le cas. Mais globalement, voilà, on sent que dans les premiers niveaux, il y a effectivement cet effet-là. Après, très objectivement, on a mesuré donc, ces phénomènes d'inégalité, ça n'a pas marché. Alors très souvent, on a invoqué le SMIC pour dire mais ça permet d'éviter la pauvreté. Donc, pas une fois l'achat, la fameuse pauvreté. Alors là aussi, force est de constater que c'est pas tellement vrai en fait. Parce qu'encore une fois, dire en augmentant le SMIC, est-ce qu'on va éviter les pauvres? Alors, en France, on n'est pas trop mal lotis, parce qu'on a surtout, je ne suis pas sûr que c'est parce que le SMIC est élevé, mais je pense que c'est parce qu'on a un très bon système de solidarité qui permet évidemment d'aider les plus démunis, quoi. Et encore, sans doute on ne les aide pas assez. Mais on a regardé par exemple, alors c'est Neumark et Bacher qui sont des grands opposants au SMIC, au salaire minimum, hein, par rapport à Card et Kruger qui eux sont très favorables au SMIC, hein, c'est la guerre entre les deux. Mais un des discours, et là-dessus c'est un peu irréfutable, hein, c'est Neumark qui dit, ben écoutez, observons les familles pauvres il y a 30 ans aux États-Unis, observons les familles pauvres en pourcentage aujourd'hui avec un SMIC qui a changé. Qu'est-ce qu'on observe? Il y en a tout autant qu'avant. Donc finalement, est-ce que le SMIC a permis d'éviter la pauvreté? Bah, pas tellement, quoi. Bah, vraiment pas. C'était pas non plus énorme, quoi. Donc il dit, parce que justement, c'est ce que a dit Patrick, c'est que finalement, bah, quand vous augmentez le SMIC, alors ceux qui vont avoir un boulot, bah, oui, très bien, ils vont être un peu plus riches, mais il y a ceux qui vont perdre le boulot, qui eux vont être un peu plus pauvres. Et aujourd'hui, je pense que l'idée fondamentale, c'est que quand vous regardez, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est quand même derrière le concept d'analyse économique et puis des gens qui sont assez favorables quand même aux gens qui sont favorables aux peu qualifiés ou aux bas salaires. Ils ont dit le meilleur moyen d'éviter la pauvreté, c'est quoi? C'est d'avoir un emploi. C'est la première chose qui permet d'éviter la pauvreté. La première source de pauvreté, c'est le manque d'emploi, quoi. Donc il dit, ben voilà, donc le SMIC, ça va se poser comme question, mais concrètement, c'est l'emploi. L'accès à la non-pauvreté, c'est l'emploi. Donc, dire que finalement le SMIC pourra éviter la pauvreté, très honnêtement, et pour être tout à fait sincère, j'y crois pas du tout en fait, j'y crois peu, parce qu'encore une fois, bah, l'entreprise, je suis pas sûr qu'elle va réfléchir en termes de pauvreté. Je pense que si on doit lutter contre la pauvreté, encore une fois, c'est quelque chose qui doit être pris par nous,
collectivement que pris par l'entreprise. Parce que j'aimerais pas laisser la lutte contre la pauvreté entre les mains de l'entreprise, justement. C'est pas mon but à moi, en fait. Je préférais largement que ce soit entre nos mains à nous. C'est pour ça que je dis, évitez ce genre de choses, ne mettez... Enfin, c'est bizarre, mais si vous voulez aider les gens, passons par les taxes et les transferts, plutôt que de dire arbitrairement, augmentons le SMIC, on évitera les pauvres. C'est pas vrai, ça marchera pas. C'est encore une fois, pour moi, une petite chimère par rapport à ça. Alors peut-être encore rebondir sur la pauvreté. Ouais. Alors dans ce que j'en viens d'entendre collectivement avec moi, y compris, en fait la pauvreté dont on parlait, c'est surtout une pauvreté, comme on dit, relative ou monétaire. C'est la manière qu'on a de mesurer. On va regarder le revenu médian ou le niveau de vie médian dans la société française, dans une société, et on va fixer un seuil. Généralement c'est 60% de ce niveau de vie médian, et toutes les personnes qui sont en dessous de ce montant-là sont considérées comme pauvres. De tête, en France, on est à 14% de la population française qui est en dessous de ce seuil de pauvreté. C'est 960 €, je crois, c'est ça? C'est un peu plus maintenant. Le 60%, on est mis à 1050 € par mois. À 1000 quand même, ça passe. Ouais, c'est 1050 € par mois à peu près. Avec le temps. Donc en fait, si vous avez mis moins de 50 € par mois, donc tout revenu confondu après les impôts payés, vous êtes considéré comme pauvre. C'est 14% des Français, des ménages français à peu près à l'heure actuelle. De fait, si vous changez le SMIC, on a dit, ça peut réduire le temps de travail, ça peut créer des emplois qui disparaissent. Donc oui, ça peut créer ce problème-là. Mais par contre, la pauvreté, il y a deux autres manières de la voir, et à nouveau, c'est parce qu'il y a des enquêtes qui sont faites, il y a des calculs, il y a de la mesure. Les deux autres manières qu'on a de la voir, c'est, en tout cas pour les pays développés, c'est ce qu'on appelle la pauvreté en conditions de vie. C'est en fait, on fait des enquêtes, on va globalement poser la question à des individus très concrètement sur est-ce que vous avez réussi à vous racheter des chaussures neuves ce mois-ci? Est-ce que vous avez chez vous un frigo? Est-ce que vous avez chez vous accès à une douche? Est-ce que vous avez accès chez vous à des toilettes? Est-ce que vous arrivez à chauffer votre appartement? Est-ce que vous arrivez à payer la facture en fin du mois? Est-ce que vous avez dû ne pas manger un repas une ou plusieurs fois dans le mois pour réussir à tenir votre budget? Donc ça, c'est la question de la pauvreté en conditions de vie. Des besoins un peu primaires quand même. Des besoins un peu primaires, quoi. Et ça, cette pauvreté en conditions de vie, on en a en France, mais elle est beaucoup plus faible que 14%. J'ai plus l'ordre de grandeur en tête, mais c'est sûr, c'est en dessous, d'accord? Et ça, c'est une autre mesure qu'on a. Et l'autre mesure qu'on a aussi, c'est ce qu'on appelle la pauvreté subjective. C'est ceux qui se disent pauvres. C'est pas ceux qui le sont objectivement par ces mesures-là, mais ceux qui se considèrent comme pauvres. Et se considérer comme pauvre, ça renvoie à quoi? Notamment tout ce qui relève de la comparaison interpersonnelle. C'est moi par rapport aux autres, par rapport à ceux qui m'entourent. Et là-dessus, de toute façon, c'est toujours très compliqué parce que, on l'a dit tout à l'heure, le SMIC, c'est finalement une référence qui sert pour les individus à se comparer aux autres. Mais de toute façon, quand vous vous comparez pas en fait à la statistique publique. Vous avez peu d'individus qui vont la lire, à part, je sais pas, des économistes et des sociologues parce que c'est leur boulot, mais sinon, on le ferait peut-être pas en fait. Mais par contre, vous allez vous comparer à qui? Aux gens qui vous sont proches. Et sociologiquement, ce qu'on constate aussi, c'est que les gens qui vous sont proches, ils ont tendance à vous ressembler. Globalement, quand vous avez un niveau de revenu de 2000 € par mois, vous n'avez pas beaucoup d'amis qui gagnent 2 millions d'euros par mois. C'est rare, quoi. Par contre, quand vous avez gagné 2 millions d'euros par mois, vous avez pas mal de potes qui ont 2 millions, 3 millions, 4 millions, etc. Ça fait partie de vos relations sociales usuelles. Et ce qui est marrant quand vous reprenez la France, c'est que vous posez, il y avait des enquêtes de l'INSEE qui avaient été faites. On demande aux Français de se classer en gros dans le tiers le plus pauvre, le tiers du milieu, le tiers le plus riche. Donc objectivement, j'ai un tiers des Français les plus pauvres, un tiers au milieu et un tiers le plus riche. C'est objectif, on ne peut pas faire autrement. C'est un classement simple des individus. Et globalement, vous prenez l'ensemble des Français, il y a 2 tiers des Français qui pensent être dans le tiers du milieu. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils se comparent aux gens qui sont autour d'eux. D'accord. Alors bien sûr, il y a des gens qui ont tendance à plus se considérer dans le tiers du bas, c'est effectivement ceux qui sont objectivement les plus pauvres. Mais c'est pas la majorité d'entre eux. Globalement, la première réponse qu'ils vous donnent, c'est je suis comme les autres, je suis au milieu. Et quand vous prenez les 2 tiers le plus riches, en gros la majorité d'entre eux vous disent moi je suis comme les autres, je suis au milieu. Voilà. Donc quand vous augmentez le SMIC, en fait ça va jouer peut-être sur la comparaison interpersonnelle de ceux qui sont concernés, mais ça ne changera pas la comparaison interpersonnelle des autres. Donc est-ce que ça va jouer sur la pauvreté? Subjectivement ça va être compliqué. La seule chose où ça pourrait jouer, c'est quoi? C'est la pauvreté en conditions de vie. Et ça rejoint peut-être, pour des questions de temps, la question du pouvoir d'achat. Ça pose la question de, si vous augmentez le SMIC, est-ce que les prix de ces choses-là vont changer? Voilà, ça c'est peut-être la question. Voilà. C'est quand vous êtes en train de faire augmenter le SMIC, est-ce que ça va créer de la pauvreté en conditions de vie ou ça va la réduire?
À nouveau, toutes choses étant égales par ailleurs, j'augmente le SMIC, bah oui, je pourrais plus facilement boucler mes fins de mois, je pourrais plus facilement éviter de zapper des repas pour arriver à boucler mon budget, je pourrais peut-être plus facilement m'acheter mes chaussures, etc., etc. Sauf si les prix augmentent. Et ça pose la question, qu'est-ce qui se passe lorsque vous augmentez le SMIC en matière maintenant d'évolution des prix derrière ? Objectivement, ce qu'on a vu en France, c'est que le SMIC il a augmenté plus vite des années 90 à nos jours que les prix. Mais est-ce qu'il n'y a malgré tout pas des possibilités d'effet d'entraînement ? Est-ce que quand vous augmentez les salaires, et le SMIC d'abord, ça ne va pas créer en fait du côté des employeurs une envie d'augmenter les prix ? On a dit, hein, si on augmente le SMIC, j'augmente le coût. Ben moi, comment est-ce que je fais quand je suis employeur pour compenser ce coût ? Peut-être que je vais me débarrasser de travailleurs, ou alors je vais faire des prix plus élevés. Et ça dépend finalement de la marge de manœuvre qu'on a sur les prix en tant qu'entreprise. Ça dépend de la concurrence internationale, des types de secteurs dans lesquels on va se trouver. Ça dépend aussi de la concurrence telle qu'elle fonctionne dans le pays. Ça va aussi dépendre finalement des législations, parce qu'il y a des endroits où on a des capacités faciles à faire changer les prix, d'autres où on a moins de facilité. Et donc est-ce que finalement on peut lutter contre la pauvreté aux conditions de vie ? Objectivement en France, ça a été le cas parce que le SMIC a augmenté plus vite que les prix, d'accord, en moyenne. Mais par contre, est-ce que c'est toujours le cas ? Je suis pas sûr non plus. Voilà. Est-ce qu'on a des questions sur ce sujet, sur le SMIC, enfin sur le SMIC en général, mais oui, SMIC, pauvreté, inégalité. Oui, allez-y. Et vous donnez quelle réponse aux salariés aujourd'hui qui font face à l'inflation qui est quand même assez exceptionnelle ? Du coup, finalement, je sais pas, on va faire nos courses, on prend pour un même panier, on va payer le même panier à 50 €, on aura peut-être 2 fois moins à manger, on aura payé 2 fois plus. Et quelles réponses on donne concrètement quand on demande une augmentation du SMIC pour manger tout autant décemment qu'avant ? Donc on rentre sur la question du pouvoir d'achat à ce moment-là, c'est ça ? Ouais, et puis peut-être juste, mais là, juste toutes les statistiques là qu'on a évoquées, de toute façon, c'est que des trucs rétrospectifs. Où l'inflation qu'on avait en France des années 80 à nos jours, c'était 1-2% par an. Quelquefois, au miracle, je sais pas si c'est bien, mais on dépassait les 2%. Cas exceptionnel. Cas exceptionnel. Quoi. Donc effectivement, là, on est dans une période à l'heure actuelle où on a pas mal de paramètres économiques qui changent. Et donc ça pose la question de comment je réponds à ce changement exceptionnel de paramètres. De fait, la question du SMIC, derrière, c'est si vous augmentez le SMIC pour répondre à la hausse des salaires, j'aurais tendance à vous dire, de toute façon, c'est censé arriver. Parce que légalement parlant, le SMIC évolue lorsqu'il y a de l'inflation, lorsque le salaire horaire de base des ouvriers et des employés augmente, et selon les coups de pouce gouvernementaux. Donc il est censé de toute façon augmenter. La grande question, c'est dans le temps de l'augmentation, comment on gère. Et là, combien de temps de décalage il va augmenter là, par exemple, l'inflation de, je crois, 7% depuis un an et à quel moment le SMIC va augmenter de 7% En fait, c'est pas compliqué. Le SMIC, là, depuis un an, il va augmenter de 7%, je crois. 7,8% même. Comment on fait ce calcul-là? Comme je disais, donc il y a les fameux coups de pouce qu'on n'a pas fait depuis longtemps. Hein. Il y a le dernier, je crois que c'est François Hollande, non? Le tout dernier. Au tout début de son quinquennat, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. 2%, je crois. 2%, c'est ça. Et globalement, il y a ça. Sinon, si on regarde bien les choses, il y a aussi en fait l'effet où pendant l'année, il est possible d'augmenter le SMIC si jamais l'inflation a dépassé 2% par rapport à la valeur initiale. D'accord? C'est ça qui a fait qu'on a augmenté sur un an de pratiquement 7,5%, enfin de 7% le SMIC. Quoi. Alors, ça c'est comme ça qu'on augmente le SMIC. Alors c'est vrai qu'il y a cette fameuse, ce fameux lien entre temps, comment on fait, puis difficile à gérer en fait, hein, parce que ça vient encore avec un retard, quoi. Hein. Mais sans oublier, hélas, qu'il faut faire attention si nous ne sommes pas en train d'allumer nous-mêmes le SMIC, enfin l'inflation, par nos salaires, quoi. Parce que ce serait stupide de faire ça. Alors je reviens là-dessus, c'est que, on verra après comment il faut faire, hein, mais le problème c'est qu'il faut se rappeler les années 70, suite au choc pétrolier, il ne faut pas oublier qu'en France, on est sur une tendance de croissance des salaires assez importante, hein, les salaires augmentaient à un rythme assez soutenu, d'accord. Et on pouvait voir certaines années entre 1960 et 1970, même 1973, à un moment donné, des salaires qui augmentaient de 13%, 14% dans l'année, et même 15% dans l'année, quoi. On se dit, bah voilà, c'est super, on rattrape l'inflation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à un moment donné, quand vous augmentez vos salaires de manière extrêmement importante, et oui, parce qu'il y a eu de l'inflation, sauf que derrière la hausse des salaires, l'employeur va dire, comment je vais la répercuter? Alors, il y aurait une chose simple que peut faire l'employeur. Pour éviter l'inflation, il pourrait se dire, je vais rogner sur ma marge. Je ne suis pas sûr qu'il le fasse. Il s'avère qu'il a beaucoup de doutes à faire ça, d'accord. C'est vraiment c'est quelque chose qui s'appelle, c'est Pasinetti et Kaldor qui ont montré ça, qui disaient à un moment donné, le problème de l'inflation, c'est d'abord
une ancienne lutte des classes. Les capitalistes ont parlé de valeur ajoutée, d'accord, du partage de la valeur ajoutée. Les uns veulent pas voir leur part diminuer par rapport aux autres, quoi. Donc si les salariés veulent plus de salaire, ben, l'employeur veut pas moins de profit, donc le seul moyen de répondre aux deux, ben, c'est d'augmenter le prix, quoi. D'accord, mais si l'employeur a bénéficié lui-même d'abord de cette augmentation des prix, du coup, entre guillemets, on peut dire consciemment qu'il s'est pris les 7,8%, il se les a mis dans les poches, pendant tout ce temps, au détriment de son salarié. Je veux dire, quelle réponse cet employeur pourra donner à ce salarié en lui disant « Moi, je vais gagner, mais toi, bah, reste touté ». D'accord. Alors, juste par rapport à ça, alors, là, on rentre dans des questions un peu délicates, parce que ils se mettent dans les poches, l'employeur, etc. S'ils se les mettent dans les poches, c'est que des gens ont acheté. Non, bien sûr, oui. Donc c'est qu'ils vendaient correctement. Donc les gens, moi je suis un fanatique de moto, je pense que voilà, si Ducati en plus, c'est parce que j'aime beaucoup les Ducati, quoi. Hein. Donc on me dira, ben oui, mais je dis, ouais, mais Ducati ils en profitent, quoi. Alors ils en profitent, oui, ben, il me dit, ben, il fallait pas acheter de ces deux palmas, quoi. Donc c'est vrai que quelque part, à un moment donné, moi j'ai décidé d'acheter, j'ai acheté. Maintenant, pour revenir à ça, et là vous avez raison peut-être, c'est une question qui va se poser, c'est de dire comment on peut résoudre le problème de l'inflation par rapport et le pouvoir d'achat par rapport au salaire minimum. C'est aussi votre question, hein, je pense. C'était un petit peu la question. Alors c'est vrai, j'aime pas tellement dire, parce que j'entends beaucoup la question des profits mettre en avant. Peut-être revenir sur certains points. Déjà peut-être calmer un peu les gens en termes de profit, parce que il faut bien comprendre qu'en France on a à peu près 2 millions d'entreprises, quoi. Pratiquement des 3 quarts des entreprises, elles ont au maximum 19 salariés. Pratiquement la plupart des patrons, en moyenne, qui ont 19 salariés ou plus, gagnent en moyenne 37 000 € par an. Il faut être conscient de cela. On n'est pas chez Total, là, avec les 5 millions. Hein. D'accord, hein. Donc, concrètement, on dit bah, le partage de la valeur ajoutée, on connaît, parce que des fois, certains patrons gagnent autant que leurs employés, quoi. Et prenez le cas d'un petit coiffeur qui gagne quasiment rien et qui à côté de lui son employé qui travaille pour lui. Donc, à un moment donné de dire voilà, on va taxer parce que justement le problème c'est que si on veut éviter l'inflation, on peut augmenter les salaires. Comment on décourage les gens? On dit on vous taxe à mort sur vos profits, comme ça vous abandonnez. Je pense que c'est une belle idée de faire ça, parce que j'ai lu là récemment un papier qui me disait, parce que la grande crainte, je crois que monsieur le maire a dit il y a quelques jours, mais si on taxe les profits, on va perdre en production. C'est ce qu'il a dit. Je pense qu'il a dit une bêtise en disant ça, très clairement. Pour quelle raison? Parce que... Une idée reçue, invalidée par nos spécialistes. Non, mais je pense qu'il y a une bêtise là-dessus, parce que, en fait, il se trompe, hein, je crois, là-dessus, parce que, déjà, quand on dit taxer les profits, parce qu'encore une fois, l'idée, c'est que si j'augmente les salaires, si je veux éviter l'inflation, il faut que les profits, ils se fassent une part un peu plus courte, quoi. Dans les profits, qu'est-ce qu'on a dans les profits? On oublie que les profits, ça sert à 2 choses. Grosso modo, évidemment, on pense aux actionnaires. Je ne suis pas contre l'idée qu'il fallait payer des actionnaires. Un actionnaire, il vient, vous mettez de l'argent dans une société, il dit, je ne sais pas, ça va rapporter ou pas. Moi, j'ai placé 1 000 € chez Total, du coup, je me suis fait de l'argent, maintenant mieux, mais j'aurais pu perdre de l'argent. D'autres ont placé 2 000 € chez une autre entreprise qui perd de l'argent. Bon, c'est un risque, il faut rémunérer ce risque, je peux comprendre. Mais il ne faut pas oublier qu'une autre partie de ces profits servent à quoi? À financer des investissements. Ça, on oublie cette partie-là. Et donc, si vous taxez les profits de manière unilatérale, c'est débile, parce que vous avez taxé les investissements là-dedans. Je ne pense pas qu'il faille taxer les investissements, parce que les investissements d'aujourd'hui sont les emplois, sont les emplois de demain. D'accord? Ou les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain, les emplois d'après-demain. Donc si vous taxez aujourd'hui les profits, vous risquez de taxer les investissements et de taxer l'emploi de demain. C'est pas une bonne chose, ça. Taxer les super profits, on dit mais taxons les dividendes. Et là, souvent on dit même, attendez, ils vont partir. Or là, il y a une étude qui est parue, je crois, en 2017-2018 dans l'AER. Donc l'AER, c'est l'American Economic Review. C'est 2022, je crois, parce que je l'ai vu en septembre. D'accord. Qui est sorti et qui montrait justement que quand vous taxez les dividendes, les entreprises investissent plus. Justement, on dit, on va arrêter de mettre des dividendes, on va investir, quoi. Donc moi je dis, allez-y gaiement, quoi. Taxons les dividendes, quoi, à ce moment-là. Parce qu'à ce moment, ce serait bien effectivement le moyen de financer. En gros, l'idée, c'est de dire, qui va partir? Parce qu'il y a un coût, il y a l'inflation. Dire le coût va être intégralement répercuté sur les dividendes ou sur les prix ou sur l'entreprise, je trouve ça pas complètement cohérent. Parce que je pense qu'il faut que tout le monde partage ce coût-là. Mais tout le monde, ça veut dire qui? Ça veut dire les entreprises, ça veut dire les ménages, ça veut dire l'État, en fait. Il faut qu'on soit à 3 à partager le coût de cette inflation-là, quoi. Et ensuite, comment on revient sur l'inflation? Parce qu'on oublie quelque chose, c'est que là, il y a un phénomène conjoncturel fort qui a créé l'inflation, parce qu'on a eu le Covid en amont, il y a eu des politiques monétaires aussi qui ont joué, et puis en même temps, il y a eu la crise de l'énergie avec la guerre en Ukraine. Mais moi, je pense que le meilleur moyen de lutter contre l'inflation, et c'est ce qu'on a observé pendant 10 ans, 15 ans,
On a dit oui, les politiques monétaires ont permis de lutter contre l'inflation. Je ne crois pas que ce soit les politiques monétaires qui ont lutté contre l'inflation. Je pense que la plus belle lutte contre l'inflation, ça a été quand on a mis en place de grandes politiques de concurrence. Alors pourquoi? Parce que quand vous êtes un patron, ce que vous voulez surtout pas faire, c'est augmenter votre prix. Parce que si vous augmentez votre prix, en gros, quelque part, votre concurrent, lui, il va vous manger. Et quand on fait des enquêtes auprès des grands patrons, ça a été fait, on a observé longtemps des prix qui ne bougeaient pas, qui bougeaient quasiment pas. Et dans les motifs de cette rigidité des prix, qu'est-ce qu'on avait? Parce qu'on découvre la rigidité des prix, et donc plein de politiques économiques qui vont avec ça, mais quand les prix sont rigides, on dit mais pourquoi les prix sont rigides? Pourquoi on n'ose pas augmenter le prix? La première réponse, c'est parce que j'ai mon concurrent qui va me manger, quoi. Donc vous voulez limiter l'inflation, concrètement, faut revenir à la concurrence. Alors là, on a un vrai souci, parce qu'il y a à la fois un choc d'offre, un choc de demande. C'est ça qui crée cette inflation, d'accord? Mais dire on va le rattraper par des salaires, etc., j'ai attention, vous risquez peut-être d'alimenter votre propre inflation. Donc il va falloir supporter le coût, collectivement, éventuellement, encore une fois, parce que je pense que quand il y a des coûts à supporter, parce que ceux qui vont le plus souffrir de cette inflation, c'est évidemment les bas salaires. C'est pour ça que je pense que quand on aide les peu qualifiés, en disant on fait des chèques énergie, des chèques, voilà. Parce que pour l'instant c'est une bonne idée. Alors il ne faut pas que ce soit quelque chose de permanent, parce qu'on ne peut pas vivre à crédit en permanence. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut se rendre compte que évidemment c'est compliqué pour eux. Alimenter par un salaire, c'est difficile. Alors on peut mettre en place des crédits d'impôt, on peut mettre tout ça en place. Mais il faut être conscient que si vous tapez trop dans les salaires, sachant que derrière, il n'y a pas eu de gain de productivité, parce qu'on peut dire très souvent, alors je reviens au mot magique, gain de productivité, on dit souvent, mais qu'est-ce qui permettra d'augmenter les salaires? Ce sont les gains de productivité. Si vos travailleurs sont plus productifs, ça ne dérangera plus d'augmenter le salaire. Donc je veux dire, à un moment donné, essayons d'appuyer au maximum la productivité pour faire en sorte que les gens produisent mieux, pas nécessairement plus, mais mieux. D'accord? Ça permettra effectivement de répondre à ce problème, en gros, d'inflation. Mais croire qu'on va augmenter les salaires, c'est toujours, encore une fois, un petit peu une idée un peu peut-être farfelue, en disant on augmente le salaire, le smicard sera donc plus riche, donc il pourra davantage consommer, c'est croire qu'il n'y aura aucun effet sur les prix. Alors, attention, c'est une erreur que de croire ça, je pense. Il y a déjà eu un effet sur les prix. Mais il peut se poursuivre. Parce que, par exemple, si vous augmentez les salaires derrière, et que vous n'avez pas réalisé de gain de productivité, qu'est-ce qui va se passer? En gros, vous augmentez au salaire de 10%. En même temps, vos gains de productivité ont été de 0%. Ces 10%-là, vous allez les répercuter sur les prix. Du coup, votre salarié qui gagne 10% en plus, pourra-t-il acheter 10% de biens en plus? La réponse est non. Il ne pourra pas acheter plus, puisque les prix ont monté de 10%. Et c'est comme ça que d'ailleurs on a alimenté longtemps, à un moment donné, cette fameuse spirale, cette boucle prix-salaire, dans les années 70. C'est ce qui s'est passé en fait, parce que le trend était très fort au début des années 70, et il n'y avait pas d'inflation. Elle était rampante. Pourquoi dans les années 60 il n'y avait pas d'inflation? Parce qu'on avait de forts gains de productivité, on sortait de la guerre, donc on produisait beaucoup plus. D'accord? Donc quand les salariés voyaient leur salaire augmenter, ça ne créait pas d'inflation, parce qu'il y avait des gains de productivité. Quand dans les années 70, ça commençait à stagner, et qu'on continue sur un trend, parce que le choc pétrolier, inflationniste est très fort. Vos prix qui augmentent très très vite, et pas derrière de gains de productivité, les employeurs répercutent ça sur les prix, donc en gros vous avez une inflation demain qui était plus importante, et ça, ils disaient, écoutez, l'inflation est de 15%, je veux à nouveau 15% de hausse des prix. Donc, très bien, vous donnez 15%, puis on réalimentait 15% l'année suivante. Et on disait, mais on perd en pouvoir d'achat, on ne gagne pas. Je dis, oui, parce qu'en fait, tout ce qu'on fait, c'est répercuter sur les prix, quoi. Vous n'êtes pas plus riche, vous pensez être plus riche, mais vous ne l'êtes pas, en fait. Voilà. Je suis d'accord avec vous. C'est ce qui se passe dans les années 70. Hein. Exactement. C'est la stagflation. On est en train de revivre ce qu'on a vécu, moi, quand j'ai commencé les études d'éco dans les années 70. Le fondateur de notre labo, sa thèse et son premier bouquin, c'était Inflation, équilibre, chômage. Exactement. C'est ça. Et du coup, c'est cette inflation, et c'est pour ça, inflation par les coûts, inflation par la demande. C'est ça. Tu es en train de décrire. On arrive plus ou moins au bout, on va prendre une dernière question, ou s'il y en a peut-être trois dernières. La question tout à l'heure que je veux bien relancer, dans l'hypothèse où on a des entreprises qui ont pas des super profits mais des super dividendes, qui font comme là les profiteurs de crise, est-ce que dans cette configuration-là, on peut agir pour pas faire de transfert et tout, mais juste salarier correctement, payer correctement les salariés? Alors, on va pas vous oublier, on va prendre la vôtre aussi, ouais. Oui, j'ai un peu deux questions. Donc en réaction sur la spirale, le risque de hausse des prix, qu'en est-il de la spirale inverse si donc, tous les travailleurs à bas salaire peuvent de moins en moins consommer et alimenter la demande, parce qu'on disait tout à l'heure que le SMIC l'intéressait aussi sa hausse de pouvoir entraîner l'économie. Et sur les exemples que vous évoquiez, sur les chèques énergie notamment, est-ce que le système actuel avec la prime d'activité, avant ça la prime pour l'emploi qui est finalement un complément de salaire,
généralisé à toutes les personnes au SMIC et un peu plus. Jusqu'à 1500 €, je crois. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on ne peut pas le percevoir comme un mécanisme où l'État vient compenser le fait que le SMIC n'ait pas bougé et soit aujourd'hui insuffisant pour un niveau de vie décent, pour un pouvoir d'achat suffisant? Tu veux commencer? Je commence. Et on n'oublie pas la question sur les, je sais pas par quoi les super profits. En fait, donc, je sais pas. Juste peut-être pour répondre. Alors, pour vous, effectivement, moi je pense qu'effectivement cette fameuse prime d'activité, elle a été mise en place. Et je pense que c'est une bonne chose, hein, en disant, ben voilà, encore une fois, ça rejoint mon discours d'avant. En disant, ben, un, il va falloir inciter à revenir au travail, et puis deux, il faut garantir un minimum de ressources pour la personne. Et donc le SMIC n'ayant pas augmenté, parce qu'on ne veut pas créer de chômage, bah, la partie manquante, on la prend collectivement en charge. Moi, ça me va assez bien, ça, en disant, bah, de toute façon, parce que l'entreprise ne le prendra pas collectivement. Ça, c'est un premier point. Donc, je pense que oui, c'est ce qui s'est passé. C'est qu'en gros, pour compenser peut-être le manque de croissance des salaires, en fait, des bas salaires, on est passé par là. Parce qu'en fait, on sent bien que derrière, on a un souci par rapport à ça en termes de croissance salaire. Sachant que derrière, j'y reviendrai peut-être un peu plus loin, je crois qu'on a oublié une chose importante en France, on a perdu quelque chose d'important en France, depuis un moment, c'est le pouvoir de négociation des syndicats. Ça, on l'oublie, on n'en parle pas pour l'instant. Je pense que ce serait le meilleur complément, en gros, en termes de salaire minimum. Donc oui, pour répondre à votre question, je crois que cette prime-là, elle n'est compensée la question du SMIC. Pour la question du... Je ne sais pas avoir répondu en tout cas à votre question. En tout cas. Pour la question de la répartition valeur ajoutée, est-ce qu'il ne faut pas taxer les super profits, profiter des gens qui profitent de la guerre? Alors, le mot profiter, pour moi, est toujours un peu délicat. C'est vrai qu'il y a eu des super profits. Hein. C'est vrai qu'il y a eu des super profits parce qu'il y avait un conflit et les gens, en fait, sur un bien où on dit qu'il est faiblement élastique, hein, genre, en gros, on est peu sensible au prix. C'est-à-dire que dès que le prix monte, on continue à acheter. D'accord? Eux, ils s'arrosent, en quelque sorte. Ils s'arrosent. Alors, premièrement, j'aimerais dire, moi, personnellement, j'aurais bien trouvé un bien comme ça. Parce que du coup, je m'arroserais aussi, peut-être. J'en profiterais aussi, peut-être personnellement, en disant, bah tiens, est-ce que je le ferai ou pas, cela? Et finalement, c'est dire, si on revient là-dessus, est-ce qu'on ne revient pas sur la théorie du marché? Première chose. Alors ensuite, le point intéressant, c'est qu'est-ce qui relève du marché, qu'est-ce qui ne relève pas du marché? Là, le conflit, en fait, on commence à mettre des chocs, exogènes sur les marchés, qui font que finalement, effectivement, le marché, il ne fonctionne plus normalement. Sur le marché de l'énergie, notamment. Le marché de l'énergie. Il ne fonctionne plus normalement. Il n'est plus vraiment complètement concurrentiel, il y a des choses qui se passent qui ne sont pas claires. Et là, il faut de la régulation. D'accord, clairement. Il faut de la régulation parce que, justement, ça ne marche plus. Et je pense, encore une fois, que là-dessus, beaucoup de pays l'ont fait, hein, commenceraient à dire, bah écoutez, on a un marché qui ne marche plus normalement. Bah, comme tout marché, quand le marché ne marche plus, bah, il faut que l'État vienne régler un peu le problème du marché, quoi. D'accord? Parce que je dis souvent, un marché sans État est-il dans tous ses états? Ben oui, lorsqu'il y a des conflits de ce type-là, notamment le marché de l'énergie, la question se pose. Vous savez, elle s'est posée en 1970, elle s'est posée pendant les grandes guerres de sécession, elle s'est posée tout le temps. En gros, l'État venait arriver, on disait, bon, écoutez, là ça va pas, il va falloir régler les problèmes, quoi. Il va falloir en tout cas qu'on restabilise les choses. Encore une fois, on n'est pas sur le marché du kebab, hein. On est sur un marché qui coûte, qui est extrêmement important, qui ramène des millions, sur des demandes qui sont faiblement élastiques, donc qui donne un grand pouvoir de marché aux entreprises, donc, dont acte, à la limite, tant mieux si elles l'ont, mais qu'elles l'ont au moins dans des conditions normales de marché. Là, on n'est plus dans des conditions normales de marché. Donc je trouverais normal, moi, qu'on dise, bah, écoutez, là, vos profits que vous réalisez, ce ne sont pas des profits liés au marché, mais à la conjoncture extrêmement dramatique en train de se passer, et donc vous pouvez profiter. Donc moi, ça me semblerait logique. Voilà, ça c'est ma position. C'est ce que fait la Commission européenne. Hein, c'est ce que fait la Commission européenne. Ouais. Derrière ça, par contre, en revanche, j'ai lu récemment, on a beaucoup parlé en fait du partage de la valeur ajoutée. Vous voyez, on s'est beaucoup battu là-dessus. Est-ce qu'il faut pas revoir ce fameux partage de la valeur ajoutée? Ben, c'est assez complexe parce que encore une fois, les profits, c'est pas que de l'argent qui va dans la poche de l'entreprise, hein, c'est de l'investissement. Que beaucoup de, parce que en fait, encore une fois, j'aimerais qu'on s'enlève de l'esprit, qu'on ramène que les profits au CAC 40, parce que il y a 2 millions d'entreprises, quoi. Donc le CAC 40, c'est 40 firmes, quoi. Mais 40 firmes, elles font tout le débat et on oublie toutes les autres, en fait.
Et en gros, l'autofinancement des firmes, c'est entre 80 et 100%. Il y a beaucoup de petites firmes qui s'autofinancent. Sans profit, elles ne peuvent pas survivre. Parce qu'elles n'ont pas accès au marché financier. C'est pas elles qui vont faire, évidemment, qui vont émettre des actions. Elles n'ont pas acheté au marché bancaire, etc. Donc dire, voilà, il faut taxer à mort les profits, etc. J'ai attention, parce que vous allez tuer ces firmes, en fait. Donc faites attention. Et sur le partage, quand on regarde un petit peu l'évolution du partage, parce qu'on a dit, bah, mais le travail a beaucoup perdu par rapport au capital. C'est souvent quelque chose qu'on entend. Et là, récemment, je me suis amusé à lire un article de Gilles Berset et compagnie, du Conseil d'analyse économique, qui disait, attendez, mais en fait, il y a beaucoup de biais dans ce fameux partage de la valeur ajoutée. Énormément de biais. On oublie, par exemple, la part de l'immobilier. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça change, parce qu'un immobilier, c'est un loyer fictif qu'on ne paye pas. Donc, ça vient quelque part aussi alimenter votre revenu. On oublie que, par exemple, souvent, on prend comme point de référence, en gros, 1950, ou alors on prend ce qui se passe, par exemple, après le choc pétrolier. On dit de regarder depuis le choc pétrolier ce qui s'est passé. Sauf qu'on sait qu'en période d'inflation, souvent le partage se déforme en faveur du salaire. Vous allez voir que je pense que là, quand vous allez observer l'inflation qui va perdurer encore un petit moment, je pense que dans la valeur ajoutée, bizarrement, le salaire va prendre une part plus importante. Donc quand vous regardez ce qui s'est passé avant le choc pétrolier, vous avez un partage qui était donné. Et évidemment, quand vous avez 73, le partage change, il va réaliser depuis 73. Et là, on ne dit pas, non, prenez pas 73. Prenez 1960 par exemple, c'est plus intéressant. Et là on voit qu'effectivement il n'y a pas eu tellement, enfin il y a moins de changements. Et finalement ça fait dire ça au Conseil d'analyse économique, il y a eu quelques déformations, mais pas aussi importantes que vous le précisez. Par exemple, on entend dire il y a eu 10 points de perte du salaire dans la valeur ajoutée. Quand on fait le calcul, quand Aurélie il fait non, il y a eu beaucoup moins que ça, parce qu'il y a plein de choses que vous n'avez pas pris en compte, qui rentrent quelque part, qui ne rentre pas dans le capital, mais plutôt dans le salaire. Donc il n'a pas perdu autant. D'accord ? Et encore une fois, derrière, c'est vrai, je vous accompagne là-dessus, je pense qu'il va falloir avoir une vraie réflexion sur le partage de la valeur ajoutée. Mais vous vous rendez compte qu'en parlant de ça, moi je me dis aussi, il faut s'adresser aussi aux gens qui ont besoin de vivre demain, en fait. Hein. Moi je veux bien qu'on fasse de la philosophie sur comment partager la richesse dans notre société, mais ça va prendre des années. Ça. Les gens ont besoin de bouffer demain, en fait. Donc à un moment donné, là c'est dans l'immédiat, qu'est-ce qu'on fait ? Et je pense que dans l'immédiat, il va falloir conjoncturellement, en tout cas il me semble, hein, ceux qui peuvent avoir des profits surreprésentés par rapport à la valeur de marché, effectivement, il faudrait se poser la question de la taxation par rapport à ça. Voilà, c'était ma réponse. J'entends les cloches au fond. Et je pense qu'on peut... Allez-y rapidement, mais... ma voisine, je trouve que justement la prime d'activité par rapport au sujet de ce soir, on en parle très peu. C'est jamais dans les débats, c'est jamais, moi j'ai découvert ça par les salariés de l'Assos dont je m'occupe, que tout d'un coup ils avaient le droit à ça. Ça après je pense encore une fois que par rapport à ça, je pense que les partages vont changer parce que je pense que les pouvoirs de négociation sont en train de se renverser. On entend dire partout qu'on manque d'emploi, on manque d'emploi, on manque d'emploi, on manque d'emploi. Le rapport de force est chez le salarié. Voilà, le rapport de force est en train de changer. Pour l'employeur. Et je pense qu'il y a un vrai travail à faire plutôt en France sur les syndicats en fait. Ça c'est un vrai travail qu'il faudrait mener et je pense qu'il faudrait, parce qu'on a beaucoup détruit les syndicats, je pense qu'il faudrait les renforcer. Ça serait plus intéressant que de passer par des régulations un peu étranges en fait. Messieurs, je vous remercie pour tous ces éclairages. Ils n'avaient pas de notes, ils n'avaient pas d'anti-sèche. Vous pouvez les applaudir. Une petite anti-sèche. Et je pense que vous avez des dernières questions, vous pouvez prolonger la discussion, parce qu'il était question, je crois, de café, gâteau.